Bonjour Nicolas Bonjour. et bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Side Business Facile. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais simplement te présenter en 2-3 minutes? Oui, merci pour ton invitation tout d'abord. Donc je suis Nicolas Jacobeus, j'ai 42 ans, je suis d'origine belge wallonne, j'habite aujourd'hui à Dubaï et je suis dans le digital et plus précisément dans le logiciel, dans le développement de logiciels depuis je crois 17 ans maintenant. Très cool. Et donc pour la petite histoire, on s'est rencontrés il y a déjà quelques années dans le cadre, je pense, presque de ton tout premier side business, ou en tout cas d'un de tes tout premiers side business. Donc avant vraiment, aujourd'hui évidemment on va parler de side business, donc de tes projets de side business, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de micro SaaS, on va parler de services productisés, ça va être un peu les gros sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, vraiment dans ton parcours et dans tes side business et dans ces concepts un peu qu'on va aborder plus en détail aujourd'hui, est-ce que tu pourrais raconter un peu ton parcours? Commençons peut-être par, je ne sais pas, les études ou même Ouais, ton enfance, si tu as déjà eu ça remonte déjà, donc des idées j'ai de tout side oublié. business ou des projets, mais pour qu'on fasse un peu le lien voilà, de qui tu es, d'où tu viens Ouais. et comment tu es arrivé à faire tous ces projets. C'est vrai que c'est un bon point. Je pense, pour autant que je puisse m'en souvenir, j'ai toujours été, déjà quand j'étais tout petit, intéressé d'une part par tout ce qui était informatique, enfin innovation technologique d'une manière générale. Je crois que j'ai eu mon premier ordinateur à 6 ou 7 ans. Enfin, c'était pas le mien évidemment, mais je chipotais sur l'ordinateur de mon père. Donc déjà, je bidouillais. Et d'autre part, l'intérêt pour l'entrepreneuriat. Je sais que j'avais déjà ce côté-là. Ça m'intéressait beaucoup. Oui, aussi la bourse, tous ces aspects financiers, etc. Et je m'en souviens parce que quand l'heure est venue de choisir des études, j'avais hésité en fait entre une formation plutôt d'informatique ou une formation plutôt économie ou Mhm. finance. Et j'ai choisi l'informatique, donc j'ai fait donc des études d'ingénieur en informatique ici à l'École Polytechnique de Louvain. Euh, donc ça c'est vraiment voilà, c'est vraiment ma formation principale, je dirais. Alors j'ai fait un petit passage aussi en recherche à l'époque où j'avais vraiment cette curiosité scientifique qui est toujours là d'ailleurs, mais j'ai fait 2 ans de recherche en crypto. Alors Ok. je précise chaque fois que j'explique ça, c'est cryptologie. C'était avant les crypto-monnaies, enfin c'était avant le Bitcoin en fait, juste avant. Mais voilà, donc c'est vraiment tout l'aspect technique, je dirais, de tout ça, et ça reste un intérêt présent chez moi, donc tout ce côté crypto d'ailleurs. Ok, donc les études. Ensuite, J'ai fait, voilà. directement un projet ou bien Donc t'as un premier. cette envie de, c'est vrai que donc je suis parti dans la recherche, et je voyais qu'à ce moment-là, donc j'ai parlé de cet intérêt scientifique ou enfin tout ce qui est maths, sciences, etc. Mais ce qui me manquait, c'était justement le côté concret qu'on trouve chez l'entrepreneur. Donc vraiment, parce que donc la recherche c'est super, mais ça reste, bon, de manière générale, ça doit être de la recherche appliquée, on est quand même pas très confronté, je dirais, à l'utilisateur final ou en tout cas, Mhm. voilà. Et j'avais ce sentiment j'avais envie d'avoir un impact direct sur des personnes que je pouvais identifier. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai décidé, après mes 2 ans de contrat de recherche, de me lancer, donc de lancer une agence en fait Ok. de développement de logiciels. Donc, je savais que c'était une passion, le logiciel. C'était pas encore très clair pour moi. Et j'avais un ami qui sortait également des études et on a décidé de lancer ça. Et donc, l'activité était vraiment, l'idée était d'aider des porteurs de projets qui ont une idée mais qui n'ont pas nécessairement la compétence technique pour les faire. Mais ils savent que voilà, ils ont une idée, ils savent que ça peut être résolu par de la technologie, par du logiciel. Et donc nous, on a mené notre expertise là-dedans, tout frais des études, je dirais. Donc on prenait l'idée, et donc c'était du conseil, hein, donc du consulting, programmation, etc. Mais l'utilisateur, enfin l'entrepreneur était évidemment la personne qui était notre client. Et donc ça, on était aux alentours de 2008, je dirais. Et de fait, comme tu disais, on s'est un peu rencontrés un peu plus tard. Donc je pense qu'on va en parler après peut-être. Ouais. C'était pour un premier projet de side business, on pourrait dire. Et en fait, pour cadrer, moi j'avais toujours été intéressé par l'idée de lancer mon propre justement logiciel, moi-même, donc être l'entrepreneur qui lançait le logiciel. Mais on se rendait compte qu'on était très jeune, on n'a pas d'expérience. Et je pense que l'idée c'était de dire on va plutôt d'abord accompagner des personnes qui sont désireux de prendre ce risque, qui veulent faire ça, qui ont peut-être les moyens, etc., pour un petit peu apprendre en fait de ce qu'ils font bien, ce qu'ils font pas Ok. bien, pour ensuite potentiellement le faire nous-mêmes. Donc vraiment sans prendre trop de risques, nous, parce qu'au final, on était juste contractants, enfin, on était payé pour le projet. Donc je veux dire, dans tous les cas, nous, on était rémunérés. Et donc ça, c'était une manière un peu moins risquée, je dirais, de démarrer un peu cette expérience de. Ok, donc ça c'est l'entreprise Belighted, Ouais. créée donc en 2008, Ouais, fin 2007, début fin 2008. Ouais. Ouais. 2007-2008. Cette entreprise existe toujours Ouais. aujourd'hui. Peut-être juste en très rapidement, parce que le but après c'est vraiment parler de side business, mais entre 2008 et aujourd'hui,
vraiment en résumé, genre quelques grandes étapes de Be Ouais, Lighted puisque ça existe toujours. c'est ça. C'est quoi? Comment ça s'est passé? Comment ça s'est développé, pas développé? Ouais, Ce premier projet entreprise? ben, en fait, bon, il faut savoir, évidemment remettre dans le contexte. Donc, le 2008, c'était vraiment le Web 2.0. C'était l'époque du Web 2.0 chez nous. Donc, c'est quoi? C'est les réseaux sociaux. Enfin, ça faisait déjà 2-3 ans, mais vraiment ce côté du web interactif, je dirais. Donc, on sortait un peu du web 1 qui était plutôt consultatif. Et ici, on avait vraiment tous ces réseaux sociaux qui ont décollé. Et donc, nous, on voulait évidemment surfer sur cette vague-là. Et il y avait aussi, de mon point de vue, en tout cas, une espèce d'ouverture. C'était aussi l'iPhone, je dirais. Donc, c'était au niveau du mobile, en tout cas, il y avait beaucoup d'innovation à ce niveau-là, l'App Store, etc. Hein, c'était cette époque-là. Mais ce que je constatais, c'était au niveau de tout ce qui était ergonomie, UX, UI, où je trouvais que, à nouveau venant du monde plutôt ingénieur, où on était confronté à des applications, des logiciels très lourds, qui étaient clairement faits par des ingénieurs, donc je dirais pas tellement pensés pour être ergonomiques. Et maintenant, ça s'est bien amélioré, heureusement, mais c'était aussi quelque chose qu'on voulait amener en faisant ça, en fait. C'était amener cette patte un petit peu à laquelle les gens commençaient à être habitués au niveau privé, parce qu'ils avaient leur iPhone, ils avaient leur application Facebook peut-être, mais pas encore vraiment au niveau pro, où il y avait des gros logiciels lourds, comme je le disais. Et donc, on a voulu amener ça, et je dirais au départ, comme je l'expliquais, c'était pas encore très clair, mais on a évidemment, étant juste deux, hein, donc j'avais mon associé et moi-même, on faisait tout, hein, donc on a fait le développement commercial, la programmation, la gestion de projet, etc. Et on travaillait surtout avec des petites entreprises locales qui avaient par exemple des projets e-commerce ou des projets comme ci, comme cela. Et au fil des années, on a essayé petit à petit d'aller dans des plus grands projets, forcément, pour les raisons classiques de plus de stabilité, plus de revenus potentiels, parce qu'en général, il y a plus d'argent dans les plus plus grands comptes. Mais toujours assez intéressé quand même par être, comme je le disais, contact avec l'entrepreneur. Donc moi, j'ai toujours préféré travailler sur des projets vraiment où on était en contact direct avec la personne donc vraiment l'entrepreneur, la personne qui allait profiter en fait qui allait utiliser l'application. Donc c'était aussi, on a développé au fil des années une méthode vraiment inspirée de tout ce qui est Lean Startup. Donc vraiment cette idée encore une fois, d'aider des personnes qui ne savent pas encore exactement comment elles veulent résoudre le problème, mais qui ont identifié un problème et à laquelle elles veulent apporter une solution. Et donc aujourd'hui... Alors attends, je t'interromps, parce que peut-être les gens qui écoutent, ça leur parle pas le Lean Ouais, Startup. Donc en gros, Lean Startup, c'est quoi? C'est une méthodologie qui est venue d'un bouquin de Eric Ries qui ouais, s'appelle The Lean Startup. Le concept, c'est quoi? C'était en fait de tester, de faire des espèces de petites itérations pour valider une idée, un concept, le développement d'un nouveau produit, de prendre un maximum les feedbacks des utilisateurs pour avoir un retour et progressivement trouver ce qu'on appelle un product market fit, donc c'est-à-dire trouver une réceptivité du marché à une innovation, un nouveau produit. Avant d'aller développer des milliers de fonctionnalités, on va venir de manière vraiment progressive tester le marché, tester une idée, tester un concept, prendre le feedback et puis co-construire avec les retours utilisateurs un produit. Donc ça, c'est un petit peu ce que vous vouliez proposer aussi, je ouais, pense, dans le développement ouais, des logiciels, des apps ou de l'accompagnement que vous proposiez à vos clients, c'est d'amener cette méthodologie ouais. un peu innovante, parce qu'à l'époque, on était plutôt à construire un produit fini et Et puis se petit rendre seulement, compte qu'en ouais, fait, on était à côté de la plaque, quoi. ouais. Donc, essayons de passer assez rapidement sur les évolutions donc, de Be Lighted. Donc Next, donc tu parlais de un peu cette nouvelle approche entre donc 2008 et aujourd'hui, peut-être vraiment très rapidement les deux trois grandes étapes pour qu'on puisse attaquer vraiment après Ouais, ouais. ce qui va nous Bah intéresser alors, aujourd'hui, c'est le side ouais, business. alors ça va être difficile de séparer évidemment l'histoire de la société et la mienne, puisque bon, ce que je n'ai pas expliqué, c'est que mon associé ensuite est parti 2 ans après. On est toujours en très bons termes, mais il a décidé de partir vers d'autres projets. Et donc je suis resté à la direction de la société en fait depuis lors. Et moi, donc la boîte a grandi effectivement. On a atteint, je crois, plus ou moins 20 personnes. En tout cas, on est un peu moins nombreux maintenant. Ça, j'expliquerai sans doute après, mais on a atteint plus ou moins 20 personnes. Clientèle essentiellement francophone, belge, etc. Donc on est resté dans le même genre, je dirais, de projet. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à un moment, j'avais envie de faire d'autres choses également. Et j'ai envie de dire, c'est que c'est quelque chose qui est en fait assez compréhensible. On est employé, on veut changer de projet, etc. Et c'est vrai que quand on est entrepreneur, je pense qu'on en parlera sûrement aussi à un moment. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs se lancent pour avoir
on dit toujours avoir la liberté, justement, je ne veux pas avoir de patron, je veux faire à ma guise, je veux faire mes projets, etc. Et je pense que ce qu'on oublie souvent aussi, c'est que si on ne fait pas trop attention, on devient, on peut potentiellement être un peu enfermé justement dans son projet parce qu'on a de plus en plus de responsabilités. Il y avait les employés évidemment à payer, je dirais. Il y a des contrats clients aussi où on ne peut pas arrêter du jour au lendemain. Et moi, j'avais aussi, d'une manière plus personnelle, envie de tester d'autres choses, y compris donc vraiment au niveau perso, donc voyager, tester, et au niveau pro, je voulais simplement tester aussi d'autres types de relations commerciales, d'autres types de projets, et aussi géographiquement. Et donc là, il y a eu un gros changement, je dirais. On est déjà en 2020, hein, là, mais, parce qu'il y a eu 2-3 autres rebondissements, mais je dirais c'est ça qui a été la grosse question. Parce qu'évidemment, qui dit 2020 dit aussi Covid. Alors, ça n'a vraiment rien à voir, évidemment, parce que je n'avais pas pu prévenir Covid, mais à l'époque, quand Covid a éclaté, moi j'étais à Bali en fait, donc j'étais en voyage. Ça faisait quelques années que je m'intéressais à tout ce qui était digital nomadisme, donc le fait de travailler sur des projets à distance. On est dans le digital, donc il faut juste avoir un laptop. Et donc c'est à ce moment-là, en fait, là j'ai été coincé entre guillemets à Bali pendant 4 mois, pas vraiment coincé, mais parce que mais je veux dire, j'étais à l'étranger. Et donc ce qui s'était passé, c'est que j'ai en fait j'ai donné la direction en fait opérationnelle de Bilati, donc de l'agence, à un consultant qui est un de mes amis, qui a repris la société. À la base, c'était pour il me conseillait simplement sur comment mieux structurer la société, justement pour limiter ce risque, enfin cette dépendance à moi, hein, finalement, dont je parlais, donc l'envie de liberté. Mais comme à un moment je me suis retrouvé bloqué, en fait, par la force des choses, c'était plus très pratique que je gère la boîte, et donc il a repris par intérim, je dirais, le day-to-day en fait de la société, alors que j'étais toujours évidemment à la stratégie, puisque j'étais toujours actionnaire de la société, quoi. Et c'est là en fait que je ne sais pas si c'est le moment déjà d'en parler, mais c'est en 2020 en fait que j'ai lancé ce side business. Alors que j'étais donc à l'étranger, comme je le disais, et que j'étais justement là, j'étais dans un contexte un peu différent. Je n'étais plus confronté aux problématiques journalières de la boîte, et donc c'est peut-être ça qui m'a permis de prendre du recul. Et donc j'ai lancé Saspirine, qui est donc ce side business, qui est une autre agence en fait, et qui elle, là où Bilati était vraiment, comme je l'expliquais, concentré sur le développement du produit, donc c'est vraiment l'activité de programmation, design, vraiment du produit. Saspirine avait pour vocation de s'occuper du marketing, donc de l'autre partie, je dirais, de cette équation. Et c'était un souhait qui est venu d'une part d'un souhait perso, comme je l'ai dit, de tester d'autres types d'activités, l'envie d'avoir une portée globale aussi, hein. J'ai expliqué que Bilati était très local. Ici, je voulais. Donc, Saspirine est une société qui est aux États-Unis. C'est une LLC. Alors, on va. Je t'interromps parce que tu es rentré directement en Saspirine. Ouais. Et c'est vrai qu'on va essayer de séquencer un tout petit peu les choses. Parce que j'ai des questions que j'ai envie de te poser avant même que tu rentres dans trop de détails, justement, parce que je trouve ça intéressant. Donc, tu te retrouves à Bali. Ouais. Tu as cette envie, effectivement, de lancer un nouveau projet, un projet peut-être moins indépendant de toi sur le long terme, contrairement à ce que pouvait être ton entreprise, un projet, comme tu dis, avec plus d'impact, en tout cas plus global. Ouais. Donc, Saspirine, ok, bon, première chose, comment t'es venue l'idée ? Et donc première chose, peut-être comment t'es venue l'idée, et après, on va vraiment y aller graduellement, dans toute une série série de petites questions que j'ai envie de te poser, pour que vraiment les gens comprennent le déroulement, en fait, donc le public ici, souvent, ça va être peut-être un peu des débutants, etc., mais de comprendre comment t'es venue l'idée. Après, c'est quoi le modèle, puisqu'on va parler aujourd'hui de services productisés dans un marché qui est celui du marché des micro-SaaS. Alors là, je donne déjà tous des termes peut-être un peu techniques pour les gens qui nous écoutent. Donc, premièrement, l'idée. Ensuite, on va aborder le concept de micro-SaaS. C'est quoi un SaaS déjà? Puis c'est quoi un micro-SaaS? Et puis, c'est quoi le modèle d'affaires qui est ici un modèle sur ce qu'on appelle les services productisés. Ouais. Et là, je serais intéressant aussi d'avoir ton avis, peut-être faire le parallélisme avec d'autres modèles qui s'y apparentent, mais sur les produits. Ici, on est sur les services. Ouais. On parle par exemple de dropshipping, choses comme ça. Ici, on est sur un modèle un peu similaire au dropshipping, mais sur les services que les gens ne connaissent pas toujours bien. Donc, première chose, comment est venue l'idée ? Et puis après, on va attaquer les autres concepts. L'idée, en fait, je dirais, il y a eu plusieurs sources, mais clairement,
en fait, on vise la même clientèle. Donc, ce sont des porteurs de projets qui veulent donc faire du logiciel. Et c'est une question que souvent me posaient simplement mes clients de Billiati. Ils me disaient, OK, super, vous avez développé notre prototype, vous avez développé notre première version du logiciel. Est-ce que vous pouvez nous aider à le mettre sur le marché? Et chaque fois, je disais non, c'est pas notre métier. Et de fait, je pense que c'est important de rester d'ailleurs dans un métier qui est assez clair. Hein. Mais petit à petit, voilà. Donc, en général, je recommandais d'autres personnes que je connaissais. Et puis, je me suis dit, mais c'est vrai que c'est assez cohérent aussi de peut-être avoir une réponse personnelle à cette question-là, parce que c'est logique. C'est dans notre intérêt en tant que créateur en tant qu'accompagnateur de lancement de produits, que ça perdure. Donc forcément, il y avait un intérêt pour moi de le faire. Donc ça, c'est l'idée principale. C'était simplement le besoin identifié par des gens avec qui j'étais déjà en contact, mes clients. Et puis ensuite, mais là, on va aborder la question de service productisé. C'est que j'avais envie de faire un service productisé et j'ai commencé à fouiller un peu les options, je dirais, et je trouvais que le marketing de contenu, dont on va parler, qui est le contexte, enfin qui est ce que vend Saspirine, se prête assez bien à ce modèle-là. Donc c'était plus, ça se matchait bien. Donc le besoin et simplement. Donc le concept, parce que l'idée, ok, elle est venue via du coup un besoin de marché. Donc ça c'est effectivement toujours super important d'être à l'écoute en fait du marché, mais c'est des choses que les gens ont tendance à oublier. C'est simplement regarder autour de soi et se dire, tiens, en fait, oui, ça fait X années que je suis dans ce marché et systématiquement, mes clients me posent une question. Il y a un besoin, il y a déjà une confiance qui a été créée avec tes clients. Donc, le concept, c'est OK, je vais créer, parce qu'on n'a pas encore expliqué concrètement c'est quoi Saspirine et c'est quoi finalement un service productisé. Donc, je connais évidemment un peu le produit, hein, j'ai un peu potassé. Mais donc, le concept de Saspirine, en gros, c'est de venir proposer de la rédaction d'articles optimisés pour le référencement naturel, donc pour les moteurs de recherche. Donc, ça veut dire des articles qui vont se positionner dans Google quand les gens cherchent. Peut-être que tu peux donner un exemple de client, ou je ne sais pas si tu peux nommer des clients, ou un exemple d'industrie dans lesquelles, tiens, vous avez délivré des choses et les résultats que ça a pu donner. Comme ça, on comprend le concept et que tu expliques un petit peu le livrable que vous donnez aux clients. Et on va faire le switch juste après sur le modèle du service productisé. Puis après, évidemment, comment tu as mis ça en place, etc. On va rentrer dans le détail. Alors, je ne sais pas si c'est 100% pertinent, mais enfin, par rapport à ta question en tout cas directement, mais évidemment, Saspirine, c'est un jeu de mots entre sas et aspirine. Je le précise parce que pour certaines personnes, c'est super évident et pour d'autres pas. Ça marche aussi bien en anglais qu'en français d'ailleurs. Et pour l'anecdote, c'est parce qu'il y a un adage qui se dit beaucoup dans l'entrepreneuriat ou en tout cas dans le logiciel, je dirais, c'est quand tu essaies de réaliser quelque chose, il faut toujours se poser la question, est-ce que c'est, pour ton client, est-ce que c'est une vitamine ou est-ce que c'est un painkiller, quoi. Et donc nous, on voulait dire, on veut être quelque chose qui est un vrai painkiller, donc une aspirine, l'exemple classique, et pas juste une vitamine, donc pas juste quelque chose qui va un peu aider, parce qu'évidemment on considère que c'est plus facile de vendre un painkiller qu'une vitamine parce qu'il y a un besoin, il y a une urgence, etc. Donc ça c'était l'idée, et d'ailleurs à long terme on voudrait pas juste faire du contenu SEO, mais également plein d'autres choses, tout ce qui pourrait servir, qui pourrait être un painkiller pour cette industrie du logiciel. Mais donc aujourd'hui, Saspirine, comme tu l'as dit, vend en fait par abonnement du contenu, du marketing de contenu, et typiquement ce sont des articles typiquement de blog post, pas que mais essentiellement, donc tout le monde j'imagine quand même voit ce que c'est un blog post, donc ce sont des articles écrits. Alors qui on vise, comme je l'ai dit, les mêmes genres de clients, ce sont des clients qui sont plutôt des entrepreneurs non techniques dans le monde du logiciel, donc ça reste dans le SaaS, on va expliquer après ce que c'est SaaS, c'est Software as a Service, donc ce sont simplement, c'est du software en fait, du logiciel, ils prennent un abonnement sur notre site et on va leur poser toute une série de questions pour mieux qualifier le besoin, et on va rédiger donc du contenu qu'ils vont ensuite pouvoir mettre eux sur leur blog. Donc on fait en fait du ghostwriting, on va écrire pour eux en fait du contenu que eux vont pouvoir mettre sur leur blog. Alors à quoi ça sert? Tu en as touché un mot, c'est simplement c'est du marketing. Donc le but c'est qu'ils soient grâce à ça plus visibles que leur site soit plus visible sur Internet, simplement parce que des gens qui vont chercher pour des services que ce client pourrait fournir, donc vont taper certains mots-clés sur Google, et l'idée c'est que si notre article est bien fait, c'est un des premiers articles qui va apparaître idéalement tout en haut des recherches Google, et donc le lead ou le prospect potentiel pour notre client va cliquer là-dessus, va arriver sur le site, va lire le blog post, on l'espère, et du coup va prendre connaissance de l'existence en fait de ce client et peut-être va travailler avec lui, quoi. Donc ça c'est simplement le monde du SEO, donc le référencement comme tu disais.
Alors des exemples, je ne sais pas très bien quel exemple je peux donner, mais on est client évidemment, comme je te l'expliquais. Donc Bill IT, mon agence, est cliente de l'autre agence, c'est assez logique. C'était d'ailleurs aussi une volonté que je voulais, c'était que l'une soit utile pour l'autre. Et donc nous, on écrit du contenu pour nous. Donc typiquement, Saspirine écrit du contenu. Je crois que récemment, on a écrit un article qui marche assez bien. J'étais d'ailleurs moi-même surpris que ça marche aussi bien. Où c'est un article qui dit simplement les top 10 des meilleures agences qui développent des MVP, donc des prototypes de logiciels. Et donc c'est un article écrit par Saspirine pour le compte de Bill IT, dans lequel on mentionne Bill IT comme Évidemment, étant. Et en fait, classique. donc si tu tapes dans Google, top 10, c'est en anglais, hein, donc tu tapes top 10 MVP Development Companies, et tu vas arriver assez vite sur cet article-là, quoi. Ça, c'est un exemple assez classique. Ok. Et donc, on a parlé, juste comme ça va donner tout le contexte pour être sûr que tout le monde comprenne tout, on a parlé des SaaS, donc Software as a Service. Donc, en gros, donner quelques exemples de SaaS, hein, ça peut être des outils comme Calendly, comme Ouais. Canva, comme, même si ça, c'est des grosses startups. Mais disons qu'il y a la possibilité aujourd'hui de créer des micro-produits comme ça de type Ouais. SaaS, donc des tout petits produits en fait qui répondent à un marché, une niche bien spécifique. Ça d'ailleurs, on va en reparler d'ailleurs Micro-SaaS, ouais. un peu plus tard des Ouais. micro-SaaS parce que c'est aussi un sujet plus d'actualité pour toi aujourd'hui. Donc, Saspirine, création de ton premier vrai side business en partant du besoin du client. Donc, on identifie un besoin client répétitif, en plus le même besoin pour ta propre entreprise. Donc, tu crées Saspirine. Maintenant, concrètement, tu as parlé déjà, tiens, j'ai lancé la boîte aux États-Unis. Non, mais concrètement, du coup, comment tu as créé la structure? Et puis, on va parler après de services productisés. Donc, comment a été la mise en œuvre en fait de ce side business? Donc, est-ce que tu as testé aussi davantage de concepts? Comment tu as eu tes premiers clients? Donc, on va rentrer un peu dans cette partie plus concrète. Donc, est-ce que tu pourrais me dire un petit peu, voilà, maintenant tu as l'idée, c'était quoi le next step? Donc, Ouais. la première étape en fait de dire, ok, maintenant j'ai trouvé l'idée, c'est quoi la première étape concrète par laquelle tu es passé? Alors, que je me souvienne évidemment, mais c'est assez facile parce que finalement, ce que j'ai fait, c'est un peu ce qu'on recommande justement dans l'approche Lean Startup que nous, on recommande à nos clients chez Bill IT. Donc, comme tu l'as très bien expliqué d'ailleurs, l'idée, c'est de ne pas foncer tête baissée dans des choses qui vont coûter très cher, etc. Donc, c'est toujours d'essayer de valider l'hypothèse le plus rapidement possible sans trop dépenser. Donc, typiquement, ce qu'on fait dans beaucoup de cas, c'est, et ça dépend d'où on part évidemment, mais ce que j'ai fait, si je me souviens bien, c'est simplement une landing page. Donc, c'est une page qui présente le service, qui clairement, et il y a des bonnes pratiques là-dedans évidemment, mais qui dit clairement, ok, quel est le besoin auquel on répond, comment on y répond. Donc voilà, le besoin, c'est vous voulez être plus visible sur Internet. Comment on y répond? On va vous aider à, en tout cas, à rédiger des blog posts. By the way, ça veut dire qu'on ne répond pas, on ne fait pas tout évidemment, hein. Donc il y a des choses qu'on ne fait pas. On ne fait pas par exemple du contenu YouTube ou TikTok par exemple. Là, le focus est vraiment sur le contenu écrit. On explique idéalement, et là j'amorce un peu la réponse sur la question de services productisés, mais on essaie d'être aussi clair que possible sur quel va être le livrable, qu'est-ce qu'on va sortir. C'est packagé en fait comme un produit, hein. Donc finalement, idéalement on met le prix, c'est pas obligatoire, mais moi c'était une volonté que je voulais, parce que je ne l'ai pas précisé aussi, mais une des volontés que j'avais en testant ce genre de service, c'est que je voulais minimiser le temps que je passais en avant-vente en fait. Parce que ça je l'ai pas vraiment dit, mais c'était un problème classique qu'il y a dans beaucoup de modèles d'agence où on passe beaucoup de temps à rédiger des offres, surtout dans les appels d'offres, ce que je refuse de faire. Je fais plus d'appels d'offres depuis des années parce que je trouve que c'est un peu trop facile entre guillemets. Un client a une idée, il va demander à 5 agences différentes. Les agences vont passer du temps, forcément gratuitement, c'est de l'avant-vente, à rédiger des offres. Et puis le client va en choisir un forcément, il va choisir un gagnant, quoi. Mais il aura appris beaucoup de choses. Et souvent, je trouve que c'est là qu'il y a le plus de valeur ajoutée. En plus, c'est dans toutes les premières étapes d'un projet, dans la stratégie. Donc c'est ce que je voulais faire. Je voulais, sur un projet comme Saspirine, je voulais ne plus avoir devoir faire face à ça. Et donc, on essaie d'être aussi clair que possible sur ce qu'on fait, comment on va le faire, pour que le client ait finalement le moins de questions possible à poser. Donc, il y avait aussi une FAQ, donc une Frequently Asked Questions sur la page, etc. Donc, toute cette landing page, ça c'est un premier élément. Mais j'ai envie de dire, tu peux faire à peu près dans beaucoup de cas, pas juste dans les services productisés. Et donc, avant de rentrer juste sur la suite, parce qu'effectivement, je trouve ça intéressant que tu commences déjà à expliquer en fait le concept même du service productisé. Ouais. Donc, peut-être expliquons concrètement en fait comment dès le début, ok, tu fais une landing page, mais tu avais déjà cette idée d'en faire un service productisé. C'est-à-dire que Ouais. dès le départ, tu t'es dit, moi, est-ce que je vais lancer ce concept? Parce qu'en réalité, ça aurait pu dire, je lance une agence de création de Oui, contenu. c'est ça, effectivement. Non, Ce que je voulais pas faire. c'était pas relancer une agence qui va proposer ou bien faire une extension de ce que tu avais déjà comme agence qui produit
qui aide à créer des logiciels. Non, et je vais maintenant faire une agence qui crée des contenus. Non, je vais lancer un service productisé sur la création de contenu écrit de type blog post. Et là, c'est vraiment important que les gens comprennent le modèle de service productisé, parce que moi, je trouve que c'est un modèle vraiment super intéressant, qui est encore, je pense, peut-être pas aux États-Unis ou quoi, mais en tout cas par chez nous, un Oui, je peu pense, méconnu ouais. en fait, ou Ouais, un ouais, je peu, pense, ouais. sous-coté, ou peu importe comment on va le dire. Euh, donc l'idée, c'est de prendre les caractéristiques d'un produit et les transposer à un service. Donc, un produit, ben, c'est un côté un peu scalable, hein, que je vende un téléphone ou 100 ou 1000 ou 10 000 téléphones. Ben, à un moment donné, j'ai une espèce d'économie d'échelle C'est ça. qui font que bah, j'ai fait du recherche et développement, j'ai fait des investissements dans les machines, dans les trucs, mais après, les marges, elles sont exponentielles. Et une fois que j'ai couvert un peu mes coûts fixes, bah, je vais pouvoir vendre des milliers de produits et faire beaucoup de marge. Ça, c'est un peu le concept, un des paramètres en tout cas du service productisé. Peut-être un deuxième paramètre, c'est de processiser un petit peu, et ça on va en parler justement, que tu vas nous expliquer exactement comment ça se passe, hein, on va ouvrir le capot, Oui, oui. mais Secret industriel. comment est-ce que justement, bah, dans la création d'un produit, c'est pareil. Donc on va avoir à un moment donné des machines, des process, des choses bien carrées qui vont faire qu'on va pouvoir produire en masse ce produit. Ben, c'est la même chose, contrairement à une agence où, comme tu dis, ben, il y a des appels d'offres, c'est du sur-mesure, etc. Et on rentre dans beaucoup de choses qui finalement nous font perdre du temps et d'énergie. Dans un service productisé, ben, on va cadenasser l'output, donc le livrable qu'on va livrer au client. En l'occurrence ici, des articles de blog de X mots, dans tel type d'industrie, etc. Donc le produit fini est vraiment très très clairement est très précis. Et puis, toi, tu vas mettre en place en interne des process qui vont permettre de livrer au client ce produit en ayant un minimum de... Enfin, en mettant en place un système en Mm. interne qui va permettre de minimiser les coûts, les échanges, les interactions pour pouvoir, entre guillemets, scaler, c'est-à-dire absorber potentiellement plus de volume et faire plus de marge. Mm. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments que tu veux ajouter au service productisé qui te paraissent importants. Et je ne sais Bref. pas si c'était assez clair, tu penses, cette explication pour Oui, les gens oui, qui bah, de nous toute écoutent. façon, il y a évidemment plusieurs définitions, mais je dirais dans sa forme la plus simple, un service productisé, c'est simplement un service qui, comme le nom l'indique, est vendu comme un produit. Donc, c'est tout ce que tu as décrit. L'idée, je dirais, j'aime pas tellement le mot, mais je pense que c'est le meilleur mot, c'est d'industrialiser en fait un service. Et je mettrais ça peut-être, c'est aussi, ça dépend de la définition, mais par opposition à du consulting, où là, on va vraiment essayer de faire du sur-mesure à chaque fois pour chaque client, et ça a sa place aussi, et ça a plein de valeurs. Mais ici, l'idée, c'est vraiment d'essayer autant que possible de, je sais pas, tu as un iPhone, mais ton voisin a un iPhone, c'est le même iPhone. Enfin, je veux dire, c'est le même exactement, tu as exactement la même valeur. Et donc, que les projets soient aussi similaires les uns aux autres que possible, malgré que forcément un blog post qu'on va écrire pour un client ne va pas être le même que pour un autre, de la même manière que le contenu que tu as sur ton iPhone n'est pas le même que sur celui de ton voisin. Donc c'est vraiment toujours penser ça sous la forme d'un produit. Alors après, le fait de... je suis même pas sûr honnêtement c'est une définition à laquelle j'adhère, mais je suis pas sûr que tu doives nécessairement, ça pas nécessairement être méga scalable. Tu as des exemples très, très connus où c'est juste une personne qui a juste décidé de productiser et la personne, il veut bosser avec personne d'autre, il est tout seul. Mais il a juste packagé ça et donc il vend ça comme un produit, mais il n'a pas de volonté d'en faire un truc énorme. Par contre, Scalable, tu peux expliquer peut-être aussi oui, c'est vrai que c'est le terme anglais. C'est faire, tu l'as dit, des économies d'échelle. Donc c'est de rendre, c'est de, c'est de rendre aussi fluide que possible, si croissance est désirée, la rendre la plus facile que possible. Par exemple, pour donner un exemple concret, chez Billighted, donc dans mon autre agence, grosso modo, si je veux doubler mon chiffre d'affaires, je dois avoir deux fois, enfin il y a plein d'autres techniques, mais grosso modo, je dois avoir 2 fois plus de personnel. Dans un service productisé, ça reste du service, donc on a évidemment du personnel, mais il y a quand même une forme d'automatisation, enfin on va y venir, mais il y a toute une série d'effets de levier qu'on peut utiliser pour rendre ça plus simple. Et comme tu l'as dit, par le biais de process ou de documentation, tu peux aussi même rendre ça beaucoup plus simple. Simplement parce qu'à nouveau, ça aussi, tu l'as industrialisé. Donc, par exemple, tu sais exactement quel type de profil tu veux, si tu décides d'engager quelqu'un. Tout est documenté sur comment le faire, etc. Et donc, c'est qu'une question ensuite de multiplication en fait, d'efforts sans pour autant augmenter le risque ou augmenter
la taille de l'équipe, comme je disais, quoi. Ok. Donc, si on reprend un peu la trame, donc on en est à tester avec. On va revenir un petit peu là où tu en étais. Donc, tu testes cette landing page Ouais. où tu présentes ton service productisé, donc une offre bien packagée avec une proposition de valeur claire. Ouais. Je vais vous rédiger X articles de blog pour tel prix, livrés peut-être dans tel timing, qui vont servir à être mis sur votre site internet. T'as envoyé ça quelque part? Comment t'as Ouais, c'est testé ça. Donc, forcément, là, j'avais l'avantage que c'était un peu un deuxième business. Donc, j'avais évidemment déjà un réseau. C'est toujours la question. Donc, j'ai forcément commencé par les gens que je connaissais. Des messages sur LinkedIn, sur Facebook, je ne sais plus exactement, mais j'ai contacté vraiment pas mal de gens qui me connaissaient déjà. Coucou, c'est Nicolas, j'ai lancé un deuxième projet. Est-ce que tu veux simplement bien faire un call pour en parler, est-ce que ça t'intéresse? Et honnêtement, tous mes premiers clients étaient des gens que je connaissais, soit parce qu'ils avaient été clients avant, ou encore à ce moment-là, donc dans ma première agence, Belated, soit parce que c'est des gens que je connaissais, que j'avais rencontrés, quoi. Donc ça, c'est évidemment un avantage qui est pratique. Maintenant, je recommande quand même de faire une landing page dans tous les cas, parce que simplement, ça te force à te. J'aurais pu improviser à chaque fois, à structurer ton offre, et tu demandes du feedback sur l'offre, mais également sur ce qui est écrit sur la landing page. Mais c'est comme ça que moi j'ai démarré, oui. Après, il y a d'autres techniques, mais ça, on pourrait y venir. On va revenir. Donc, ici, tu valides, tu as potentiellement, en tout cas, tes premiers clients qui valident l'intérêt. Bon, maintenant, il faut produire. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? C'est toi qui écris, tu fais appel à des gens, où tu les trouves, et puis dans cette idée de créer un service productisé, ça veut dire que il y a des process aussi à mettre en place en interne. Bon, on va rentrer là vraiment en dessous du capot de comment tu as mis en place ces choses-là. Ouais, et je pense que c'est important de préciser aussi que je sais pas si je devrais dire ça, mais c'est pas une passion. Enfin, je ne suis pas dit, j'ai envie tout d'un coup de me lancer dans le contenu, de devenir journaliste enfin, c'était pas un skill, quoi. Moi, je suis ingénieur, c'est plutôt les chiffres qui m'intéressent, je dirais, enfin, les nombres, etc. Et donc, forcément, je me suis dit, ok, ça a vraiment du sens parce qu'il y a probablement un besoin, etc. Mais j'ai décidé de m'entourer de gens qui étaient plus à même que moi de mettre ça en place. Et donc, typiquement, ce que j'ai fait quand j'ai démarré, alors j'ai bossé en fait avec un ami qui est toujours aujourd'hui mon coach et qui m'a aidé un petit peu à mettre en place justement la vision stratégique de la société. Et puis, j'ai travaillé avec une nana, Lisa, qui était en fait une copywriter, donc une personne qui écrivait déjà pour moi à l'époque pour Belated, et qui était assez excitée par le projet. Je lui ai dit, écoute, est-ce que tu veux bien m'aider à mettre en place ces process? Et donc c'est elle qui a tout documenté à l'origine. Ça a évolué depuis, mais donc à l'époque en 2020, on a fait un Notion, et tout a été documenté là-dedans. Donc vraiment typiquement, ok. Qu'est-ce qui se passe quand on a un nouveau client? Donc toutes les étapes, par où ça passe, on lui envoie un email, on lui envoie un questionnaire. Bon, je vais pas aller dans le détail, mais on lui envoie un Google Form par exemple, avec les différentes questions qu'on va lui poser. Ça revient, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qui doit faire quoi? Comment est-ce qu'on va faire l'étape suivante, qui est la stratégie du contenu? Quelle va être la sortie de cette stratégie du contenu? Typiquement, je vais dire un Excel par exemple, avec une série d'idées, de sujets dont parler, pourquoi on vous propose de parler de cela. Puis l'étape suivante, le client doit choisir, et puis ça part vers des writers, etc. Mais ce que je pense qu'il est important de citer ici, parce que c'est un choix que moi j'avais fait, c'est je voulais justement quelque chose qui... c'était une volonté que j'avais de ne pas être impliqué dans l'opérationnel. Et donc forcément, en choisissant un secteur dans lequel je n'avais pas les skills, je comprenais la valeur, etc. Mais je n'avais pas les skills. Ça m'a forcé dès le départ en fait, à trouver des gens pour le faire pour moi, parce que je ne voulais pas le faire moi-même. Donc ça, c'est important. Et après, c'est peut-être un peu, là j'anticipe un peu, je pense que c'est une question que tu vas sans doute vouloir me poser, mais sur les erreurs, etc. Mais peut-être que j'étais un peu trop vite là-dedans et que j'ai vraiment... Il y avait aussi un sentiment un syndrome de l'imposteur, sans doute, qui est assez classique chez l'entrepreneur, mais où je me suis dit, ok, je suis pas moi content marketer, donc je vais pas trop rentrer justement dans l'opérationnel. Or, je pense que c'est quand même important même si c'est pas toi qui écris au final, hein, c'était ta question, c'est pas moi qui écris, c'est quand même important que je comprenne bien en fait ce qui se passe, parce que simplement pour mieux vendre déjà, et puis pour comprendre quand il y a un problème. Donc ça, c'est des choses que j'ai résolues ensuite. Mais au départ, au tout début, je m'étais vraiment dit, j'ai l'idée, j'ai la stratégie, je m'entoure des gens, et donc ça, c'est comme ça que ça s'est mis en place. Donc ici, tu mets process en place. Elle s'appelait comment? Lisa. Avec Lisa. Donc, tu as parlé de Notion. Donc, Notion aussi, c'est un outil, si les gens ne connaissent pas, c'est un outil incroyable. Hein. J'utilise Notion tous les jours aussi. Notion.so.
C'est un outil qui permet de faire la gestion de projet, qui permet de faire plein de choses, que tu peux aussi rendre participatif avec des clients, partager des pages, etc. avec eux. Du coup, donc ça, tu mets en interne des process pour la partie stratégie, la partie rédaction, et puis là maintenant la partie écriture. Donc il te trouver, donc ça c'est ta première aussi copywriteuse, donc qui allait pouvoir écrire les articles. Mais j'imagine si la demande augmente, est-ce qu'elle est capable de répondre à toutes les demandes ou imaginons elle n'est pas là, elle part en vacances, toi tu es dans un service productisé, il faut livrer les articles aux clients. Comment est-ce que tu as mis en place une petite équipe ou... Oui, tout à fait. Donc, et de fait, donc ça se base sur des gens et des process, people and process. Alors pour être clair, moi, elle n'écrivait pas, je ne l'ai pas précisé, mais elle était en backup, donc elle a aidé un petit peu, mais c'était juste pas économiquement rentable parce qu'elle était trop senior en fait. Donc elle était vraiment bien pour mettre en place les process, mais c'était pas économiquement faisable. Donc elle a dépanné justement quand il y avait des soucis comme ça. Sinon, c'est aussi une volonté que j'avais, c'était de rester quand même essentiellement... Alors je ne suis pas fan du terme non plus, mais solopreneur, enfin, je suis entouré de gens, donc je ne peux pas tout faire tout seul, mais je veux dire, il n'y avait pas d'employés en l'occurrence. Donc en fait, tous les gens avec qui je travaille dans Saspirine sont donc des contracteurs, des freelances, dont elle d'ailleurs, donc elle est freelance, Lisa. Et donc on avait dès le départ mis en place un système où on a créé en fait un pool, enfin une espèce un accès, enfin une base de données en fait de freelance avec qui on pouvait activer à la demande, je dirais. Donc et donc ça, si on parle un peu des process, donc si tu veux que je parle des outils, en fait. Comment tu les trouves? J'imagine des freelances spécialisés dans les SaaS, ou est-ce que tu as un process de recrutement, de tester ces freelances? On peut les trouver à différents endroits et c'est assez curieux de constater. Aujourd'hui, en fait, je croule en fait sous parce qu'on a sur le site aujourd'hui, tu as des positions ouvertes, où on propose des copywriters, et donc je reçois tout le temps des demandes. Et donc en fait il y a tout ce processus de recrutement qui est un des processus qu'on a documenté dans Notion. Alors il y a effectivement des sites spécialisés pour ta pro-blogueur de mémoire, mais tu en as d'autres qui sont vraiment des sites où tu vas... C'est un genre de place de marché ou une place de recrutement, mais vraiment spécialisée dans le blogging, on va dire. Donc tu ne vas pas sur des plateformes généralistes comme Upwork, Fiverr ou non, mais tu pourrais, honnêtement. J'ai déjà recruté sur ces plateformes aussi. Mais voilà, il y a des plateformes plus spécialisées, donc tu te dis, voilà, tu as un peu une meilleure chance. Et donc, ça fait partie du process. Donc, comment simplement quelle offre d'emploi mettre, les conditions, comment eux peuvent apply, et donc j'en ai parlé, c'est bêtement un Google, moi je trouve que c'est toujours un Google Form aujourd'hui, qui arrive donc du coup dans un annuaire, et puis on a un processus, dans un spreadsheet, ensuite il y a un processus pour les qualifier, donc on leur demande toute une série de questions. Est-ce que vous êtes spécialisé dans une industrie en particulier? Par exemple, on est dans le SaaS, mais je veux dire, ça pourrait être le healthcare, ou ça pourrait être la construction. Donc ils ont en général quand même 2-3 spécialités. On leur demande des exemples de contenu qu'ils ont fait. Et alors typiquement, on leur demande, si on est intéressé, on leur fait un test en fait. On leur fait faire un blog post, souvent pour un projet interne ou quelque chose qui prend moins de risques, et on les rémunère d'ailleurs. Oui, on les rémunère parce que c'est important. Je trouve, c'est déjà une industrie qui est tellement, c'est un peu triste à dire, mais qui est commoditisée. Et donc, je pense que c'est important quand même de les rémunérer. On leur demande de faire un peu de boulot, et puis nous, ça fait partie de notre modèle, quoi. Tant qu'on est dans la rémunération, donc là, on est en train dans le process de recrutement, process à l'interne de comment ça se passe, les étapes. Justement, tu les rémunères. On peut rentrer aussi un peu dans cette notion de, OK, ton produit est vendu à un prix X, toi, tu dois payer des gens à un prix Y, et tu gagnes ta vie, évidemment, en prenant une marge entre les deux. Tu peux expliquer un petit peu, c'est quoi les marges, combien tu les rémunères pour un article, ou comment est-ce que où est-ce que tu vas les chercher? Tu as dit où, mais c'est des gens qui sont basés où? À un tarif, j'imagine, horaire plus bas que dans le pays où tu livres ton service En fait, il n'y a pas de critères là-dessus. Donc, en fait, c'est juste que statistiquement, effectivement, tu vas, j'imagine, rencontrer statistiquement plus de gens qui viennent de pays où le coût de la vie est moins cher, parce qu'ils vont être plus intéressés par l'offre. Mais j'ai des gens, on a des copywriters qui sont américains, canadiens. Enfin, oui, parce que je n'ai pas précisé, mais c'est anglophone, donc ça Saspirine. Mais de fait, j'ai des copywriters qui sont kenyans, sud-africains, où en fait, ce qu'on demande simplement, c'est qu'ils soient native speakers, donc que ce soit des gens qui parlent anglais nativement, même si techniquement, si le contenu est bon, c'est plus un filtre qui permet de voir, mais c'est pas obligatoire.
Marge. En fait, moi, un des objectifs que j'ai toujours de marge, c'est simplement de. Alors, c'est la métrique que j'avais, qui est, je pense, assez classique, mais et qui est dans le monde du service productisé, c'est de faire minimum 100% de markup. Donc, en fait, on double les prix, hein, grosso modo, d'achat. En coût direct, hein, je précise, évidemment, parce qu'il y a les coûts indirects. Donc, on fait nous-mêmes du marketing, etc. Honnêtement, je ne sais pas si ça va surprendre les auditeurs ou s'ils vont trouver ça. Mais en fait, c'est pas beaucoup. En fait, beaucoup de services productisés multiplient beaucoup plus parce qu'en fait, la valeur est perçue justement dans la clarté de l'offre. On s'occupe de tout, donc parce qu'il y a plusieurs profils d'intervenants. On parle de copywriter, les stratégistes, il y a l'éditeur, enfin, il y a différents profils. Et nous, on connecte tout ça. Il y a une garantie en fait de process et de qualité qui fait qu'il y a une valeur perçue. Et donc, ça les vaut, je dirais, entre guillemets. Ouais, Et donc ça, c'est la marge. Et alors, bon, un autre point intéressant aussi que je n'ai pas précisé non plus, quand on parlait du service productisé par opposition à un modèle agence classique, évidemment, c'est que c'est pas obligatoire, mais dans mon cas, c'est un système d'abonnement, donc prépayé. Donc tu as une trésorerie positive tout le temps en fait. Donc tu n'as pas de problème de courir après des factures. Donc il y a un Stripe qui est... Et donc typiquement tu commences un abonnement sur Saspirine, tu vas mettre ta carte de crédit, tout via Stripe comme je disais. Donc nous on reçoit l'argent dans les X jours après et on ne paye nos copywriters que quand ils ont livré et donc c'est après. C'est fin du mois typiquement. Moi j'ai un paiement qui fin du mois, ils nous envoient une facture avec tous les articles qu'ils ont écrits. Et donc en fait tu as une trésorerie qui est toujours positive en fait parce que tu reçois l'argent avant quoi. Et, ça, et donc si on parle chiffres concrètement, combien coûte un abonnement Saspirine? On a eu plusieurs étapes parce qu'on teste des modèles assez régulièrement. Je crois qu'aujourd'hui ça commence c'est en dollars, ça commence à $1,500, $1,500 et c'est jusqu'à $4,500. Et en fait il y a 3 plans. Je crois que c'est ça aujourd'hui et ce sera peut-être plus le cas quand vous écouterez mais parce qu'on a vraiment testé plein de modèles hein, donc mais il y a toujours en fait les plans correspondent toujours à un volume de travail, donc typiquement ça va être le nombre de mots effectivement qu'on va écrire et parfois il y a des services additionnels donc parce qu'aujourd'hui on s'est plus ouvert vraiment à un modèle full SEO, donc référencement, donc on ne fait pas que écrire du blogging. On a évidemment un peu fait évoluer l'offre et donc on fait aussi sur les plans supérieurs un audit régulier aussi au niveau technique. Il y a du il y a de la review de qualité parce que c'est des paramètres qui jouent aussi dans le SEO donc, et aussi du backlink, etc. Donc il y a et donc c'est des choses que tu trouves plutôt dans les plus grands plans quoi. Je ne sais pas si ça du coup répond à ça donne une idée. C'était juste pour que les gens puissent faire une idée. Tiens, qu'est-ce que ça peut générer tout simplement pour toi en termes de side business, tu vois. J'ai un client Saspirine qui paye 1 500 € par mois. Ça te dégage une marge On va faire au moins 50% de marge. Toujours. Voilà, donc à peu près la moitié. Donc ça veut dire qu'avec... Enfin, direct, donc ça dépend, c'est pas tout à fait correct, mais c'est parce qu'il y en a sur lesquels on fait plus de marge que d'autres parce que on n'achète pas les mots, il y a différents tarifs aussi des copywriters, donc c'est pas exact. Mais par contre, comme je disais, on a aussi des dépenses indirectes, simplement on fait du marketing aussi. Et donc, mais grosso modo, c'est un peu la règle qu'on peut appliquer. Ouais. C'est mon but en tout cas. Voilà, mais c'est juste pour se dire, ok, à partir de quand ce side business peut ou pas, ou peut-être être devenu, je sais pas, tu vas nous le dire, à un vrai business. Parce qu'évidemment, on parle de side business, mais l'idée c'est de comprendre, c'est l'approche side business, c'est-à-dire je commence un nouveau projet, mais qui peut potentiellement devenir ton vrai nouveau projet. Pourquoi pas, parce qu'on n'a plus parlé de Bill Highted, hein, qui a un CEO qui est en train de gérer. Toi, tu as ton nouveau side business que tu lances avec cette ambition ou pas, je sais pas, d'en faire un main business. C'était quoi ton idée, en fait, je suis passé par différentes étapes là-dedans, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, je qualifierais plus vraiment je fais plus vraiment la distinction side. Je dirais plutôt, je suis multi-entrepreneur, je sais pas comment dire ça. Et d'ailleurs, on pourra parler il y a vraiment des avantages et des inconvénients à cette façon de voir les choses, parce qu'il y a du multitasking, on en parlait. Mais en fait, l'idée pour moi était de faire un projet qui puisse aussi vite que possible se gérer tout seul ou quasi tout seul. Alors, c'est pas un revenu passif, parce que ça m'ennuie quand les gens parlent de revenu passif. Pour moi, un revenu passif, oui, si tu mets de l'argent dans des fonds ou on pourrait dire que c'est du passif, mais ici, il y a quand même, je pense que c'est un projet sur lequel tu ne travailles pas du tout, même si c'est pas toi qui es dans l'opérationnel. Il y a un moment, il va dépérir petit à petit. Il faut l'arroser de temps en temps, comme je disais. Donc, simplement parce que il y a un churn, donc c'est-à-dire il y a des gens qui partent naturellement, donc les clients vont venir, et puis après, c'est dans la vie classique d'une relation commerciale. À un moment, ils arrêtent. Il y a quand même, on essaie de les garder aussi longtemps que possible, mais il y a quand même un moment où les gens vont partir, donc il faut les remplacer. Et donc, c'est d'ailleurs ce qui m'est arrivé, en fait, puisque tu posais un peu la question. Moi,
ces derniers temps, en fait, donc quand j'ai commencé Saspirine, c'était vraiment, j'avais effectivement ce CEO et donc j'étais assez focus sur Saspirine et c'était très bien parce que quand tu démarres le projet, il y a quand même un investissement initial, en tout cas en temps et en énergie, en argent aussi, mais en tout cas là-dessus, donc je pense qu'il faut vraiment être focus. Alors, sans rentrer dans les détails, moi je suis revenu à la direction de Be United, donc ma première agence, il y a plus ou moins un an. Pour différentes raisons, certaines positives, d'autres négatives, mais donc aujourd'hui je gère les deux activités en parallèle. En fait, pour être même sincère, Saspirine, ces 12 derniers mois, j'ai mis un peu moins, je l'ai un peu moins arrosé justement, donc c'est un peu moins gros qu'à l'époque. Mais mon but était en tout cas que ça puisse me payer moi un salaire normal. Et là, c'est le cas, toujours aujourd'hui, je dirais. Maintenant, oui, on peut, the sky is the limit, puisque on peut assez facilement, en fait. T'es monté jusqu'à combien? Tu peux dire un chiffre comme ça quand tu étais au top Ouais, donc en fait, avant ça, donc en 2022, on devait être à peut-être 25 000 ou un peu plus de 25 000. C'est pas 30 000, mais au-dessus de 25 000 dollars par mois. Ok, donc de chiffre de top line. 250 000 euros par an, ouais, ou je ça. sais pas si tu l'as tenu en euros, sur, je ne sais pas, mais oui, c'est ça, en dollars ouais. en tout cas, ouais, c'est ça. Okay. Ouais, c'est plus ou moins ça, $250 000. Et en fait, quand tu arrives à ce niveau-là, en fait, tu te dis, c'est pas très compliqué, en fait. Tu peux arriver au million, en fait. Je veux dire, il faut juste, enfin, pas compliqué. Je veux dire, c'est compliqué, mais la formule est simple. Tu vois, ton Excel, tu dois juste faire plus, faire x4, mais investir plus en marketing, faire plus. Et donc, ce que je n'ai donc pas fait, mais qui est toujours un peu potentiellement dans les plans. Mais justement, mon problème aujourd'hui, c'est que je suis sur plusieurs projets, et là, j'en ai encore lancé un autre, donc on va en parler. Mais donc, je dirais que c'est ça une des forces du modèle, c'est que on en a parlé, cette fameuse scalabilité. Il y a aussi le fait que c'est comme je ne suis pas impliqué dans l'opérationnel au jour le jour, c'est beaucoup plus flexible. Je parlais de freedom, de liberté à l'époque, c'est vraiment ce à quoi j'aspirais. Il y a une liberté de mon emploi du temps, mais il y a aussi une liberté de ma localisation, puisque tu l'as compris, j'aime bien voyager, etc. Et c'est vrai qu'ici, comme on a un service qui est vraiment très automatisé, voilà, il y a des freelances et des processus. Il n'y a pas une attente du client particulièrement de savoir de venir me voir dans son bureau ou que je sois disponible en fait. Donc c'était une volonté que j'avais aussi, hein, donc que tout fonctionne autant que possible de manière asynchrone. Tu m'as devancé puisque c'était le mot que j'allais justement sortir. Donc c'est ça que moi j'aime bien dans le modèle du service productisé. Bah, effectivement, c'est que tu mets en place un système dont idéalement tu n'es pas dépendant, c'est-à-dire que tu mets en place une équipe, tu mets en place des process, tu mets en place toute une série de choses pour avoir un livrable chez le client, avec effectivement, contrairement à une agence, où généralement là il y a des deadlines, ici aussi il y a des deadlines, mais je veux dire, c'est pas le même impact en termes de livrables, hein. On parle ici d'un article de blog, hein, donc si le client il a un jour de retard ou 3-4 jours sur son article de blog, il ne va pas non plus faire un scandale en général. Mais en tout cas, tu peux le planifier parce que tu sais déjà combien d'articles tu vas devoir sortir, à quel timing. Tu peux avoir des ressources en interne qui vont permettre de produire ou de pallier éventuellement à un petit retard. Du coup, pour terminer un peu cette aventure, en tout cas, vraiment le fait de creuser sur Saspirine. Donc, tu mets en place les process, tu mets en place les process de recrutement. Est-ce qu'il y a encore d'autres choses que tu as envie de partager par rapport vraiment au modèle de service productisé? Quelqu'un qui voudrait se lancer, tu vois, est-ce que c'est un modèle que tu recommandes? Est-ce que tu vois des opportunités sur le marché aujourd'hui pour lancer un service productisé? Donne-moi un peu ton avis là-dessus, parce que tu penses que c'est un bon modèle pour quelqu'un qui veut lancer un side business? Oui, moi je suis toujours convaincu. Je dirais que c'est un peu une étape classique, en tout cas, même si moi mon but ultime est toujours effectivement de faire des SaaS et de faire du vrai produit, et pour moi le service productisé est une bonne manière de rentrer là-dedans aussi, parce que tu vas fournir un service et tu vas déjà réfléchir à la manière de le productiser tout en apportant de la valeur directement à des clients avec qui tu peux parler et à qui tu peux avoir du feedback Donc il y avait d'ailleurs un article qui m'avait assez bien inspiré de Nathan Barry, je crois que ça s'appelle The Ladder of Wealth, un truc comme ça, donc l'échelle de la richesse, où il explique sur un diagramme comment... Il y a plein de modèles similaires, mais celui-là m'avait inspiré, où il explique sur un diagramme les différentes étapes par lesquelles tu passes, où je dirais tu commences par être freelance, donc c'est-à-dire que tu vends ton temps,
Donc 1 heure, donc si tu arrêtes de travailler, si tu dors, si tu pars en congé, t'as plus rien. Puis il y a, je dirais, le premier effet de levier que tu peux faire, c'est effectivement avoir une agence, parce que alors là, tu travailles avec des gens, donc tu peux partir en vacances, les gens vont Tu as quand un même effet continuer à levier, travailler. ouais. Puis tu as, je pense, le productized service. Et alors à la fin, tu as vraiment le produit. La tech. C'est soit du SaaS, soit du cours, donc ça peut être du média quoi, aussi, évidemment. Donc tous ces trucs qui sont complètement dissociés du temps que tu investis dedans, en fait, en tout cas directement. C'est le plus scalable et C'est vrai. c'est l'effet C'est levier la ladder, maximum. la fameuse échelle. Ouais. Et ça me parlait assez bien. Donc, Super intéressant. ouais. Ouais. Et donc, sinon, un truc que je voulais dire aussi par rapport au modèle, c'est que, puisqu'on parlait d'asynchrone, et je ne l'ai pas précisé non plus, mais c'était un des points que je voulais, c'est qu'il y a la notion de low touch et de high touch. Donc, le low touch, c'est simplement dire peu d'interaction client. Et donc, de la même manière que, enfin, vous l'avez compris, tout ce qui était avant-vente, etc., moi, j'en avais un petit peu marre, etc. En fait, le high touch m'ennuyait aussi parce que c'est pas scalable du tout. Tu as 24 heures dans ta journée, tu peux très bien servir des clients, mais à un moment, tu es limité, etc. Et puis, c'est quand même assez fatigant, il faut le dire. Quand tu arrives à mettre en place un modèle low touch, c'est plus scalable parce qu'en gros, le client n'a pas d'attente. En fait. Moi, j'ai jamais un client Saspirine qui m'a dit je suis pas content du blog, appelons-nous, parlons-en, quoi. Honnêtement, au pire, il est pas content du blog. J'en fais un autre déjà, et s'il est vraiment pas content, il arrête l'abonnement. Enfin, je veux dire, ça c'est le worst case, tu vois, on peut même rembourser son dernier mois. Enfin, je veux dire, si jamais il y a vraiment un malentendu là-dessus, qui en général pas, parce que de toute façon c'est très clair. Alors que c'est vrai que quand tu es dans un modèle d'agence classique, là tu arrives dans des trucs, je refuse de payer ma facture, je suis pas content, etc. Et les enjeux et les montants en plus. Oui, mais ça c'est le modèle, effectivement. On parle pas de la même chose. Donc ça c'est un truc important, une question à se poser, parce que tu peux faire encore une fois un modèle productisé en high touch aussi si tu veux, hein, ça n'empêche pas. Mais moi c'était quelque chose que je voulais pas faire. Et donc oui, je crois que tu voulais parler des outils peut-être ou des... parce que donc il y a les personnes. Alors c'est vrai qu'on peut parler encore de plein de choses. Oui, on peut aborder les outils. Par exemple, toi aujourd'hui, comment tu fais tourner ton projet Saspirine? Tu as parlé de Notion. Ouais. Est-ce que tu as mis en place d'autres choses en interne, je sais pas, pour peut-être des automatisations ou des choses comme ça qui permettent... qu'est-ce qui t'a donné le plus gros effet levier peut-être, ou quels sont les éléments en termes de process interne ou de mise en place qui t'ont donné le plus d'effet levier justement pour pouvoir potentiellement scaler cette activité et dire demain je peux prendre 5, 10, 50 nouveaux clients et gérer vraiment cette croissance, cette scalabilité avec un maximum de marge. Tu as des outils ou des choses que tu utilises en interne qui t'ont... C'est d'ailleurs intéressant, je crois que c'est une bonne question à se poser si tu as un business, c'est de voir quel est le point de friction principal qui t'empêche justement de grandir plus vite, quoi. Et c'est un exercice que j'avais fait à l'époque parce que ça peut être effectivement le recrutement. Imaginons, j'ai pas assez de copywriter, il m'en faut d'autres. Ça peut être toi, si tu effectivement, tu es souvent le bottleneck, tu es souvent le goulot d'étranglement dans beaucoup de cas. Et c'est vrai que moi, je l'ai pas tellement précisé, mais donc j'ai parlé de Lisa qui m'avait aidé à mettre en place les process, etc. Ouais. À l'époque, j'avais deux assistantes virtuelles, les fameuses VA, dont on parle souvent aussi dans le digital, donc qui sont des personnes typiquement qui sont pas très chères, il faut le reconnaître, donc qu'on emploie, qui sont aussi délocalisées. Donc là, j'avais deux personnes avec qui je travaillais aux Philippines. Et qui en fait elles étaient project coordinator, donc elles faisaient absolument tout ce que, c'était pas non plus des copywriters, mais c'est elles qui étaient le point de contact client, c'est elles qui, une fois que le client a fait une demande, envoyait je vais dire la demande à un copywriter ou au stratège, et puis ça revenait, enfin donc il y avait toutes ces étapes. J'ai d'ailleurs un process qui je pense fait 17 étapes en fait dans la rédaction en fait, donc ça commence par effectivement j'ai un petit diagramme fait dans le site chart, tu vois, où tu vois clairement qui est responsable à quelle étape, et justement tout ça était très clair avec des délais maximum, donc le client a 2 jours à répondre, enfin je dis n'importe quoi, mais à X jours pour répondre. Toi, le coordinateur, tu as 1 jour pour l'envoyer au writer, etc. Et puis, honnêtement, j'ai quand même eu des problèmes, il faut le reconnaître, avec cette situation-là. Il y avait parce que c'est de l'humain, malgré tout, et donc il y a toujours des points de friction. On est humain, c'est comme ça. Et en fait, j'ai automatisé cette partie de coordination, en fait. Donc, alors, on pourrait juger est-ce que c'est bien ou pas bien, mais bon, après tout, dans un but, en tout cas, d'optimisation, c'est comme ça que ça s'est mis en place. Et donc, je n'ai plus aujourd'hui la coordination, en fait, se fait... Enfin, elle existe toujours parce qu'on est toujours là en contact, on reste une boîte de service, mais je dirais 95% est automatisé. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est donc Notion, on l'utilise toujours, mais c'est plutôt comme un wiki, c'est que pour les process. Je sais qu'il y a database, et ça je m'en sers aussi dans d'autres contextes, mais sur Saspirine, c'est que pour les process, donc c'est de la documentation en fait. Par contre, pour vraiment les opérations, ça se base sur c'est un choix que j'ai fait à l'époque, c'est du Airtable et du Zapier. Donc c'est pas Make, c'est Zapier. Et donc qu'est-ce qui se passe, c'est que typiquement on a aussi un client web qui est fait en software, une interface no-code. Là, tu as cité plus de 3 outils. J'aime toujours bien faire l'introduction parce que c'est des outils que je connais bien, je les utilise tous.
Donc Airtable, après Airtable, c'est vrai que c'est pas forcément l'outil le plus simple à expliquer. C'est une espèce c'est une base de données, spreadsheet. de méga base de données. Ça pourrait être un peu on pourrait dire qu'on remplace Excel, mais c'est encore différent. Mais effectivement, c'est une espèce d'outil qui permet de faire des grosses bases de données avec la possibilité de connecter l'API, donc le software Airtable à plein d'autres softwares et de créer des automatisations aussi. Bon, après, on va pas rentrer dans Airtable parce qu'on va passer la journée, mais c'est effectivement un super outil pour faire des side business. D'ailleurs, tu as parlé de Softer. Moi, j'avais à l'époque fait un side business en connectant Airtable à Softer. Et en l'espace d'un week-end, on avait monté un espèce de mini site web avec une base de données Airtable et une interface front, donc visuelle sur Internet, grâce à Softer. Mais si on revient, donc les outils Airtable, où là, quoi, tu gères tes process internes après, un peu les différentes étapes toutes les données du client. Alors, ça serait plus facile à montrer visuellement, évidemment, mais je t'ai parlé des 17 étapes. Oui, tout à fait. Et je ne vais pas les décrire toutes parce que je les connais pas par cœur. Il y a un moment où j'étais vraiment dedans, mais là, je ne sais plus. Mais en gros, pour donner un exemple, je ne sais pas moi, on va avoir dans Airtable la liste de tous les sujets de blog post qu'on doit écrire. Donc déjà, c'est rempli par le stratège. Donc il y a quelqu'un qui génère les idées. Donc tu connais un peu le SEO, mais grosso modo, quelqu'un qui va te dire, OK, parlons de ça. Et c'est pas la même personne que la personne qui va écrire. Donc cette personne-là va aller sur Airtable et rajouter une ligne, donc avec l'idée du blog post. Et en fait, chaque article est dans un état, un statut, donc un des fameux 17 statuts. Et donc automatiquement, dès que c'est rajouté, ça envoie un email au client qui dit est-ce que vous trouvez ça intéressant de faire ça comme blog post. Le client dit oui, il accepte ou il rejette via Softer. Et puis, si c'est accepté, automatiquement, via Zapier, donc ça change de statut. Ça change de statut, ça envoie un email au copywriter qui doit accepter. Ça génère aussi un Google Doc, un template de Google Doc avec toutes les instructions. Remplissez ici en dessous. Quand vous avez fini, cliquez sur tel bouton, ça repart, etc. Et donc tout ça, c'est des choses qui étaient faites du coup manuellement à l'époque par des personnes. Et en fait, il y a encore des petits couacs de temps en temps, et c'est pour ça qu'on doit encore jeter un œil. Mais grosso modo, il y a beaucoup moins d'erreurs. Aujourd'hui, il faut le reconnaître parce que tout ça est automatisé. Et en fait, cette progression selon les 17 fameuses étapes est assez automatisée, quoi. Ce serait cool. En tout cas, je ne sais pas si tu as envie de partager certains trucs comme ça, parce que je ferai une version. Donc, il y aurait une version, j'aurais pu le dire en introduction, mais en tout cas, j'ai envie de tester ça. C'est effectivement d'avoir une version écrite de cette interview où on va pouvoir retrouver ces éléments concrets, les screenshots d'Airtable, peut-être une partie de tes process, peut-être que tu ne donneras pas les 17, mais tu donneras ce que tu veux donner. Vraiment, parce que là, on va chercher, pour moi, toute la plus-value en fait, qu'on ne peut pas forcément montrer dans une interview comme ça, pour voir concrètement de quoi on parle. Donc, Airtable, tu as parlé de Zapier. Donc, Zapier, c'est un outil qui permettent de nouveau peu un système d'API, donc de connecter plusieurs outils entre eux et sur base, on va dire, d'un élément déclencheur de créer ce qu'on appelle une automatisation. Et donc, si ceci se passe, alors tu fais des triggers, et ça fait telle action. Tu utilises comment ici Zapier? C'est typiquement, de mémoire, mais c'est... Il monitore, il surveille donc il y a vraiment cette notion très importante de l'état de chacun des blog posts. Donc c'est les fameux 17, c'est pas vraiment des étapes, c'est des statuts, c'est par exemple écrit, refusé, tout ce genre d'étapes, quoi. Et donc ce truc-là est monitoré, et en fonction de ça, il y a deux, trois actions que Zapier exécute en fonction. Donc c'est une machine à état, hein. Enfin c'est un terme un peu, c'est ce qu'on dit en ingénierie logicielle, mais il y a vraiment ce diagramme donc, que je pourrais partager du coup. Mais voilà, par exemple, si un article était rejeté, donc le client via son software dit mais l'article là j'aime pas, il doit commenter, c'est des Google Docs, il doit dire ce qu'il aime pas, il clique sur un bouton dans Softer, je rejette, en expliquant pourquoi, et automatiquement Zapier va voir le changement d'état rejeté, et il va dire ok, je renvoie un email au copywriter en disant désolé mais le client a rejeté ça, est-ce que tu as 3 jours, enfin pour modifier ça, et puis le writer. Donc il y a un peu tout ce système, il s'envoie des emails, il y a quand même pas mal d'emails qui sont envoyés, je dois reconnaître, parce que ça reste, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même une bonne manière de notifier un peu tout le monde. C'est super intéressant, parce que c'est vraiment ici en fait qu'on rentre dans le cœur du service productisé. Ce que tu viens d'expliquer là, c'est impossible en agence, parce qu'en agence il y a toujours cette notion tout est custom, de custom client, d'interaction client. Quelqu'un va vous appeler pour dire écoute, ça ne va pas, puis toi tu vas en interne ton collègue et tu vas devoir l'appeler pour lui expliquer ce qui ne va pas parce que c'est custom.
Tandis qu'ici, ben, c'est non. J'ai fait des commentaires sur l'article, il y a ça qui va pas, ou ça me plaît pas. Mais tout est processisable ou en tout cas en bonne partie. Et c'est là qu'il fait vraiment la distinction entre une agence et un service productisé. Donc, c'est vrai que tout ce qu'on explique là, c'est l'essence même en fait du service productisé qui fait que bah, toi, en fait, finalement, à la limite, tu peux juste avoir ton propre dashboard avec tes propres C'est ce que, petites notifications, dire attends, je viens d'avoir un rejet. Bah, ok, je veux savoir que en si un général, projet je regarde. est rejeté, je reçois une alerte quand il y a un projet qui est rejeté, je vais mettre mon nez dedans, voir ce qui se passe. Ah oui, c'est ça, ok, ça va être réglé, merci, vous gérez le truc, merci, au revoir. Et toi, tu pilotes de loin en fait le truc, ce qui serait impossible dans une agence, quoi. Ouais, et ce que j'ai trouvé assez intéressant d'ailleurs, parce que ça pourrait, bon, pour être clair, on ne peut pas tout faire du coup, enfin, vous l'aurez compris avec les services productisés, mais ayant de l'expérience dans les deux modèles, ça plaît aussi aux clients d'avoir un peu, je sais pas, qui soit Cadré, quoi. cadré, c'est ça, c'est le mot que je cherchais, parce que sinon, enfin, c'est voilà, on dit écoutez, voilà, c'est un blog post, c'est comme ça. Trust the process, quoi. On fonctionne comme ça, on sait que écrire des articles comme ça va fonctionner a priori. Enfin voilà, on a des preuves évidemment, un social proof, on a des exemples sur notre site de succès, et donc le client il doit juste se faire guider. Enfin, il suit les process et c'est assez ludique aussi parce que voilà, ok, j'ai reçu un email de Saspirine, je dois faire ça. Sinon, le doute s'installe en fait. Donc, et je trouve souvent que mettre des contraintes sont en fait et parfois une technique aussi qui permet de justement libérer en quelque sorte parce que du coup il n'y a plus d'éternelle indécision et de problématiques potentielles, quoi. Donc ça c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, mais je pense que ça ne fonctionnerait peut-être pas pour tout. On est quand même dans l'opération, dans de l'exécution, hein, pour être clair. On n'est pas, je parlais de consulting tout à l'heure, je veux dire, je pense pas que tu pourrais productiser une activité de management consulting où tu dois restructurer une multinationale, par exemple. Enfin, c'est des trucs. Donc là, il faut du conseil, mais ici, c'est un truc, encore une fois, le besoin est très clair. Et donc, il n'y a pas besoin de perdre du temps en multiples réunions, en indécision, etc. Tout est très cadré, quoi. Et donc aujourd'hui, bah, tu l'as dit, tu as dû refaire un focus sur Belated. Ouais. Donc, bah, logiquement, une activité, effectivement, bah, on donne moins d'énergie qui est un petit peu. Ça tourne un peu tout seul, en fait. C'est ça qui est marrant. Qui tourne tout seul, mais comme tu dis, il y a un turnover des clients. Mais pas de vitamine. Sinon, c'est quoi ta vision encore quelques questions sur Saspirine. Après, on va parler un peu d'autres sujets. Mais c'est quoi ta vision, du coup, sur Saspirine là, dans les prochains mois, prochaines années? Ou c'est quoi, même sur le long terme? Tu dis, tiens, un jour je vais l'amener à un certain niveau de revenu, puis je vais revendre ce projet, parce que c'est un projet justement aussi, le gros avantage des services productisés, contrairement à l'agence, tu l'as dit, tu vois, l'agence, tu as essayé de mettre un CEO, ça n'a pas vraiment fonctionné ou pas comme tu voulais, mais si tu n'es plus là, c'est très dépendant de toi, là où Saspirine est beaucoup moins potentiellement dépendant de toi. Mais c'est quoi ta vision sur le long terme? C'est ça qui m'a toujours intéressé, c'était l'idée de faire un peu une machine, en fait. Ça, c'est ma casquette d'ingénieur. Enfin, t'as envie de faire une machine, quoi, enfin, un moteur. Et c'est ça qui m'amuse, c'est mon dada. Ouais. Donc c'est tout ce process que je te décrivais. Et en fait, c'est pas juste parce que c'est fun. Il y a une vraie valeur là-dedans. Bon, on parlait de récurrence. Enfin, on n'en a pas trop parlé, mais c'est aussi ça qui est intéressant dans le modèle du SaaS, software de service. En fait, économiquement, ça a plein de valeurs. En fait, un service productisé aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est pas. Enfin, si tu googles valorisation, enfin, ou value, mais je connais un peu les fourchettes. On n'est pas encore dans le domaine du SaaS où là, tu es dans une valorisation complètement folle parce que justement, tu as des marges directes incroyables, mais en fait, c'est beaucoup plus revendable, en fait, et tu as expliqué pourquoi, parce que ça dépend beaucoup moins, c'est beaucoup plus revendable qu'une agence, parce que ça dépend beaucoup moins des personnes, quelque chose de très important. Je pense que tout le monde se moque. Un client Saspirine, il a un premier contact avec moi, je ne l'ai pas précisé, mais aujourd'hui encore, ils peuvent acheter en ligne, mais j'aime bien avoir un premier contact pour être sûr que c'est un bon fit. Donc ça, je ne l'ai pas automatisé, donc le commercial. Donc il voit quand même mon visage au moins une fois, mais grosso modo, ensuite, plus nécessairement. Ils sont confiants et c'est bon. Et donc tu peux en théorie revendre ça assez facilement. Et d'ailleurs, je t'en avais parlé, là, j'ai déjà eu, c'est aussi peut-être le côté américain, parce que c'est une boîte aux États-Unis et donc que tu peux trouver dans les annuaires, c'est une LLC aux États-Unis. Et j'ai déjà eu des propositions, en tout cas on voit que c'est très dynamique là-bas, des demandes, justement, est-ce que vous êtes intéressé de revendre, etc. Et j'avais trouvé que c'était assez impressionnant à ce niveau-là, parce que les gens sont friands de ce genre de choses. Parce qu'en théorie, si tu rachètes une boîte comme ça, et qu'on te vend avec tous les process, qu'on te vend tout, et évidemment la clientèle, c'est ça que tu rachètes, mais ça tourne un peu tout seul, quoi. Et donc, pour revenir à ta question sur mon ambition, ça va dépendre un petit peu comment justement j'essaye de relancer un petit peu l'activité plus en avant, mais j'ai toujours
je me suis toujours dit que ça doit être revendable n'importe quand. C'était cette volonté à nouveau de freedom, de pouvoir dire je ne veux pas être dépendant de trop longtemps. Donc elle est en permanence revendable à un prix qui va varier en fonction du moment, etc. Mais c'est prêt à revendre tout le temps en fait. Et d'ailleurs, bon, il y a d'ailleurs un bouquin qui s'appelle littéralement Build to Sell, qui est un bouquin que je recommande, qui parle pas que de... Enfin, ça parle un peu de productisation. C'était d'ailleurs une de mes inspirations, si je me souviens bien. Ou en fait, si je me souviens bien, pour moi, l'idée c'est de... C'est pas parce que tu l'as construit un business pour qu'il soit, que ce soit un side business ou pas d'ailleurs, mais pour qu'il soit revendable, que tu veux nécessairement le revendre. Parce que rien que le fait qu'il soit revendable, ça veut dire que ça te force à l'avoir conçu de telle manière qu'il est aussi autonome que possible, en gros. Et c'est ça que je trouve super puissant, quoi. Parce que faire un truc qui dépend de toi, c'est trop risqué, quoi. Enfin, tu passes sous un bus ou simplement tu te casses la jambe ou j'en sais rien. Hein. Donc ça, c'est le... Donc je vais voir un petit peu comment ça avance, mais... quelle que soit la décision, ce que je dois faire est le même en fait, simplement. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais on va plus trop refaire un retour en arrière, mais on n'a pas parlé après de comment finalement tu trouvais tes clients. Oui. Parce qu'au début, tu dis j'étais cherché dans mon réseau, etc. Démarrer, c'est qu'on n'a pas trop parlé, sauf si tu veux très rapidement aborder ce point-là. Comment après, finalement, est-ce que tu as mis en place un process d'acquisition qui fonctionne? Tu te dis, tiens, maintenant, j'ai laissé un peu de côté, mais est-ce que si demain, tu dis je charbonne ou je relance quelque chose, est-ce que là, tu as quand même aussi un process où un truc qui dit, OK, bon, il suffit que je rappuie, allez, je caricature, mais sur un bouton et je relance la machine de prospection, automatisé, pas automatisé, je sais que je vais avoir des clients qui vont revenir, ou ça, c'est quand même un truc un peu compliqué? Non, et c'est vrai que c'est aussi une bonne question et aussi un avantage par rapport aux services productisés, parce que j'ai vu une grosse différence, tu parlais de prospection, entre mes deux agences du coup, je dis les deux agences, mais donc entre Billetti et Saspirine. Tout d'abord, bon, honnêtement, meilleure manière pour une agence qui fait du SEO ou du contenu de se marketer, c'est justement de faire du contenu, parce que donc c'est un canal principal d'acquisition. Et honnêtement, on a encore pas mal de travail à faire là-dessus, parce que on a des trucs super en termes de résultats, mais c'est la meilleure manière de prouver, en plus de convertir. Si les gens te trouvent et ils tapent Content Marketing for SaaS et qu'ils te trouvent en première position, ça prouve que tu sais ce que tu fais, quoi, grosso modo. Donc ça, c'est un truc assez évident. Et honnêtement, je sais que tout le monde dit le SEO est mort 2024, ChatGPT, etc. J'ai encore des tas de chiffres, ça marche encore à fond, tout ça. Et ça, il faut s'adapter, ça évolue. Et on n'en a pas parlé d'ailleurs, mais je pense qu'il faut utiliser l'AI aussi intelligemment et pas juste en avoir peur. Donc ça, c'est un premier canal qui marche de toute façon. Donc j'ai envie de dire... Encore des leads qui rentrent comme ça, complètement, naturellement. Qui nous trouvent naturellement. Prospection. Alors, prospection, c'est là que je voulais en venir. Grosse différence avec agence. Un problème que j'ai toujours eu avec une boîte comme Billetti, c'est qu'on peut, en théorie, faire beaucoup de choses différentes. Puisqu'on fait du sur-mesure, c'est les fameux projets MVP. Et en plus, on vise des porteurs de projets qui n'ont pas encore lancé leur projet, donc comment est-ce qu'on les trouve? Donc, la prospection a toujours été compliquée parce qu'on n'a pas d'offre claire. Enfin, on a une offre claire, mais on ne peut pas cibler un persona ou un profil type en lui disant on va vous mener d'un point A à un point B, la fameuse transformation de la proposition de valeur. Donc, c'est très compliqué. Alors que pour un Saspirine, c'est clair, on sert des SaaS qui existent déjà a priori puisqu'ils veulent du marketing et on peut utiliser des termes qui peuvent même être numériques en disant on va vous amener à 10 000 visites par mois, enfin je dis n'importe quoi mais c'est assez facile. Donc trouver les gens c'est facile, il y a des annuaires de SaaS, il y a des trucs comme ça quoi. Et donc tu peux prospecter et comme l'offre est très claire, le prix est sur le site. En gros, tu dois mettre effectivement en place une machine et c'est aussi quelque chose que j'avais pas mal qui est en stand-by pour l'instant mais que j'avais assez bien processisé avec de l'instant lead, enfin il y a toutes des solutions pour en fait, c'est du spam, appelons un chat, mais pour envoyer plein d'emails, enfin c'est du spam, je veux dire en tout cas c'est la prospection un peu automatisée en masse et puis tu lances. Mais ça marche encore incroyablement et alors bon là on est dans le monde du SEO donc tu dois leur apporter de la valeur. Est-ce que tu vas faire un petit audit gratuit, est-ce que tu vas, mais le but évidemment c'est d'avoir un call avec eux et puis de leur vendre tes services. Et j'étais très surpris, je l'ai encore fait assez récemment, je l'ai mis en stand-by pour l'instant comme je disais parce que justement c'est un autre problème, c'est que j'avais trop de calls en fait, c'est con, mais j'avais des clients aux États-Unis parce que je vise beaucoup les États-Unis et c'est compliqué quand tu es entre Dubaï et l'Asie, etc. Et donc j'aime pas faire les calls le soir et donc j'ai un peu mis en stand-by, mais ça marche assez bien en fait, ça aussi, même si j'aime moins le modèle. Et puis évidemment, c'est un peu cliché de le dire, mais le bouche à oreille, enfin le référal marche toujours, c'est la meilleure manière de faire ça, quoi. Si le SaaS parle au SaaS, et donc si tu as un SaaS qui fonctionne bien. Sûr. Ouais, et puis de toute façon, il regarde les concurrents, il dit tiens, lui il se positionne, comment est-ce qu'il fait avec son contenu, bon voilà. Après, on est quand même dans une industrie commoditisée, enfin tu vois, ça reste compétitif et c'est assez marrant d'ailleurs, parce que le marketing de contenu,
tu vas trouver des concurrents sur Fiverr ou sur Upwork qui vont te vendre un blog post à $40 ou même moins. Mais je fais en permanence de la veille concurrentielle et tu as aussi des boîtes qui font exactement la même chose que nous, qui vont vendre ça $10 000. Donc, c'est beaucoup un jeu de réputation et de... Ouais, tout à fait. Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle je me lance maintenant encore dans d'autres... J'essaie de travailler sur ma réputation. Si tu devais... on va terminer un petit peu maintenant sur cette aventure Saspirine. Si tu devais... Alors, deux, trois éléments vraiment que j'ai envie que tu puisses transmettre. Premièrement, quels ont été tes plus gros enseignements peut-être de ces projets? Est-ce que tu as vraiment des leçons ou des choses que tu veux transmettre sur le side business, sur la création d'un side business, peut-être plus spécifiquement à la création d'un service productisé? Quelqu'un qui voudrait se lancer, des erreurs que tu as pu faire, tu dis si je dois recommencer, ben oui, ça c'est sûr, je fais différemment. Qu'est-ce que tu voudrais partager là-dessus? Les erreurs, j'en ai touché un mot, c'est que quand j'ai évoqué cette histoire, je pense que personnellement, j'ai mis trop de temps à vraiment avoir la confiance, enfin de vraiment quand même essayer de bien comprendre ce que je vendais. C'est idiot de dire ça maintenant, mais donc j'avais cette volonté que j'ai toujours, mais de ne pas trop m'immiscer dans l'opérationnel. Mais je pense que c'est quelque chose que je pense j'aurais été un peu plus... Je savais que je ne voudrais jamais écrire les blog posts moi-même, mais je pense que c'est quand même important d'être quand même bien connecté à tout ça. Et ça, je l'ai fait finalement, mais j'ai mis un peu trop de temps. Donc au départ, c'était un petit peu compliqué. Donc ne pas avoir peur de l'automatisation et donc toutes ces choses-là. Mais par contre, de rentrer... en fait, finalement, concevoir ton modèle toi-même, et en tout cas être aux premières loges de la conception du modèle, quoi. Et sinon, on en a parlé avant le podcast, mais je dirais, dans le contexte du side business... moi, un problème auquel j'ai été confronté, parce qu'on a parlé beaucoup de Saspirine, mais j'ai effectivement essayé de lancer 2-3 petits trucs avant aussi, c'est le focus, simplement. Et ça, je crois que c'est un truc auquel il faut faire attention, parce que et on en parlait aussi plus récemment, où j'ai un peu mis en stand-by là, ces 12 derniers mois, Saspirine, et je relance maintenant, mais c'est que tu peux pas être partout, et donc il y a ce fameux problème de multitasking. Parce que tu es quand même le goulot d'étranglement à un moment ou à un autre, ton cerveau, ton focus, et c'est pas que l'énergie ou le temps. Donc j'ai essayé plein de trucs où tu dis oui, le matin je vais faire du Saspirine, l'après-midi je vais faire du Belated. C'est qu'à un moment tu peux pas décomposer ton cerveau comme ça, c'est quand même une personne, moi j'avais du mal parfois même il y a des phases où c'est assez difficile à maîtriser, mais où tu n'as juste pas envie de travailler là-dessus parce que tu sens qu'il y a trop d'urgence sur l'autre projet, etc. Donc le focus, et ça je pense que c'est un problème que tu auras toujours avec le side business, c'est qu'à un moment tu dois décider quelle énergie tu mets dedans, et tu l'as évoqué, mais moi à un moment, peut-être que c'est... Oui, est-ce que c'est pas... faut pas transformer le side business en business principal si tu y vois plus de potentiel. J'avais eu la question... C'est une bonne question, hein, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle de side business, on a l'impression que c'est... Mais dans le mot, c'est un side business. Alors qu'en fait, moi, ma vision, le side business, c'est que c'est un moyen pour entreprendre, pour créer un premier projet, mais ton side business peut devenir un big business, ton main big business, une future startup. Enfin, je veux dire, c'est juste... c'est plutôt juste la philosophie, en fait, de se dire je commence un truc sur le côté, je teste des choses, oser entreprendre, oser tester des modèles. Mais toi, tu as choisi ce modèle-là. Je regarde s'il y avait encore des questions comme ça. Donc, si demain, imaginons, moi, je veux me lancer, j'ai envie de lancer un service productisé. Je sais pas, est-ce qu'il y a un secteur ou des opportunités que toi, tu as imaginé sur dans le domaine du service productisé, tu te dis, tiens, bon voilà, maintenant, moi, je suis là-dessus, mais j'ai identifié des opportunités pour lancer des services productisés, ou avec l'IA, ou est-ce que tu vois des opportunités aujourd'hui de marché pour lancer des services productisés? Ouais, et sans rentrer parce qu'il y a aussi beaucoup d'effets de mode là-dessus, tu vois, si on parle de AI agency, tous ces trucs-là. Donc, c'est comme le dropshipping que tu as évoqué. Je suis un peu frileux par rapport à ça, parce qu'il y a aussi un peu des hacks et des get rich quick. Le service productisé, honnêtement, j'ai choisi le blog parce que j'avais différentes raisons que j'ai essayé d'expliquer ici, mais il y a plein d'autres idées. Tu pourrais faire Moi, je connais des gens dans ce milieu-là qui font de l'édition de podcasts productisés. Dès que c'est quelque chose que tu peux répliquer assez clairement et que tu peux scaler, et c'est pour ça que j'insiste bien, ça doit quand même être plutôt de l'exécution. Je pense qu'il faut... on est plutôt dans des choses qui sont dans le domaine de l'exécution, parce que sinon tu ne scales pas, quoi. Si tous tes projets sont trop différents, etc., et que tu as vraiment une stratégie. Donc, mais tu peux faire vraiment plein de trucs. Et donc, est-ce que j'en ai un en particulier à citer? J'aurais pu tout aussi bien pu lancer un truc vidéo ou un truc... mais c'est vrai que Vidéo, dis-moi, par exemple,
On a des vidéastes là qui sont en train de nous filmer. Bah oui, mais tout je ça, donnais l'exemple de l'édition de podcast. Il y a des gens, par exemple, qui font du repurpose de contenu, justement, ou des trucs comme ça, tu vois, où ils vont... maintenant, il y a beaucoup d'IA là-dedans aussi, donc c'est un domaine que je connais moins bien. Enfin, ça fait un peu peur, d'ailleurs, aussi, ça, mais je pense qu'il y a moyen de bien utiliser, où où tu prends en charge tout le... En fait l'idée, c'est de... Je vois ce que tu veux dire. C'est de prendre en charge une problématique pour un client. Si tu décides que, OK, moi, je vais gérer votre channel YouTube, tu vois, bah, tu peux productiser ça. Parce que c'est un truc que je voulais dire. Et le service productisé, pour moi, reste un modèle super de side business et de business de manière générale, parce que tu restes quand même dans l'expertise. Et quoi qu'on en dise, je suis dans le monde du SaaS aussi, forcément, donc je crois beaucoup dans l'automatisation, dans le self-service et tout. Quoi qu'on en dise, il y aura toujours des gens qui veulent pas juste acheter un logiciel, qui veulent le service avec. Tu as des gens qui, à un moment, vont être prêts à payer plus. Et ça se voit, même moi, je le vois au fur et à mesure que j'avance dans ma carrière, ou peut-être quand j'avais 20 ans, j'aurais préféré tout faire moi-même un week-end pour pas dépenser un rond. Alors que maintenant, j'ai un peu plus d'argent, un peu moins de temps, et je préférais justement payer des experts pour le faire. Donc c'est cette approche que je vois beaucoup, où tu as du service plus potentiellement une base technique, donc le SaaS plus du service. Ça, c'est quelque chose et donc, je pense qu'il y aura toujours des gens, donc, comme je disais, pour acheter ça. Et donc, maintenant, pour vraiment répondre à une industrie spécifique. Non, mais si tu voyais les idées, c'est toujours intéressant. Il y a franchement, ça se goûte. Il y a plein de listes je pourrais donner des pointeurs, mais il y a plein d'idées de comment trouver des idées. Mais faut évidemment, comme d'habitude, partir idéalement d'une expertise que tu as ou d'un besoin que tu as identifié, parce que ça, c'est un peu mon histoire. Mais, et alors, en fonction de tes contraintes ou de tes desiderata, voir si tu veux quelque chose qui effectivement est asynchrone ou qui est... Moi, j'ai choisi, je voulais me tester au niveau global, vendre en anglais, etc. Donc, j'ai choisi de faire un truc comme ça, mais je veux dire, c'était pas obligatoire. Tu peux faire un service productisé complètement local. Ça simplifie quand même la vie par rapport à une agence sur beaucoup de points, quoi. Bon, et toi, j'ai entendu que tu as parlé de pas mal de livres, pas mal de sources d'inspiration. Est-ce que que ce soit sur les services productisés ou le side business de manière générale, tu as des ressources ou des choses, tu dis, tiens, voilà, Il y a des... c'est quoi où tu te tires ton inspiration Des ou livres, de livres, bon, on a parlé, j'ai les inspirations classiques, entrepreneuriat, etc. On a parlé d'une startup et tous ces trucs-là, ça je pense que c'est de la bonne lecture. Mais en fait, honnêtement, au niveau service productisé, on a parlé de Build to Sell. Et d'ailleurs, il y a différents trucs. Je crois que c'est John Warillo, l'auteur, ça. Enfin, il a écrit d'autres articles. Je sais plus le nom de l'auteur. D'autres livres sur justement le côté récurrent. Donc, je crois que ça s'appelle The Recurring. J'ai oublié le nom du bouquin. Automatic Customer, ouais, je crois. Il y a ça. C'est peut-être bien ça. Et j'espère que je me confonds. Mais je crois que c'est ça. Donc ça, c'est intéressant. Après, il y a 2-3... Moi, je ne suis pas un gourou du service productisé, mais tu en trouves, et notamment, ça je pourrais te mettre en contact, il y a Robin van der Heyden, qui est belge d'ailleurs, mais qui est aussi nomade, je ne sais pas où il est pour l'instant, en Asie, mais avec qui j'ai déjà rencontré, avec qui j'ai parlé, qui lui est un peu connu dans ce monde-là. Il a un groupe Facebook. Je ne sais pas si tu vas arriver à l'interviewer ici, mais en tout cas, tu pourrais clairement lui parler. Il est très accessible, très sympa. Et il y a deux, trois autres personnes plus dans le monde anglo-saxon, alors que je pourrais aussi te pointer, te référencer, qui sont vraiment là-dedans. Mais au final, et alors tu vas trouver très facilement des e-books plutôt. Et justement, Robin en a fait quelques-uns. Donc là, ça a l'avantage d'être gratuit. Et typiquement, avec des idées, avec comment le faire. Et tout ça sera sûrement bien mieux expliqué que oui, moi. Je reviens plus sur son... il a sa communauté Productize, parce que lui, en plus, il a lancé un SaaS depuis... on mettra le lien, je vais retrouver le lien. Ça, je pense que tu pourrais sans doute... C'est une bonne référence pour le Productize Service. Ouais. Clairement, c'est une des références que je citerai. Et sinon, on va arriver tout doucement à la fin de cet épisode. Est-ce que toi, tu as, je sais pas, quelque chose que tu as envie de partager aux gens qui ont envie de se lancer, de créer un side business, encore un dernier conseil ou oui, alors ça dépend un petit peu où ils en sont dans leur parcours entrepreneurial, parce qu'évidemment, je me rends compte en expliquant ici, c'est que j'avais l'avantage d'avoir déjà une agence avant, donc je pouvais prendre un peu de risques. D'une part, j'avais un peu d'argent de mon agence, et donc j'ai pu, et je pense d'ailleurs que c'est pas nécessairement un avantage, parce qu'à mon avis, j'aurais pu le faire de manière plus lean, justement. J'ai pas été dans le détail, mais j'aurais sans doute pu démarrer Saspirine de manière plus lean.
justement en m'impliquant en plus en outsourçant moins l'expertise, hein, comme j'expliquais. Donc ça dépend de leur parcours entrepreneurial. Mais j'ai envie de dire, oui, ouais, c'est super cliché, mais il ne faut pas avoir peur de se lancer. Mais je constate en parlant, en fait, là c'est une réflexion plus générale sur les jeunes entrepreneurs ou les entrepreneurs qui viennent nous voir chez Billetid également. C'est de... je le vois encore aujourd'hui, alors que c'est un des fondements de la ligne startup, mais c'est de vraiment réfléchir aux problèmes qu'ils veulent résoudre avant de foncer vers une solution. Et ça, c'est un truc, c'est contre-intuitif, et il y a un côté psychologique là-dedans aussi, surtout si tu as déjà avancé dans ta solution et puis que tu es confronté à la réalité, et puis c'est difficile, c'est un deuil, quoi, tu dois s'en séparer. Et donc, nous, chaque fois qu'on fait des workshops chez Billetid, on recommande à bien, au début de la relation, à bien parler du problème, parce que parfois on se rend compte qu'en fait le problème soit est déjà résolu autrement. Et souvent, d'ailleurs, la solution peut être aussi une réponse enfin, pas une réponse à un non-problème, en fait. Mais nous, ça nous arrivait de faire des workshops où on se rendait compte que, voilà, en fait, il n'y a pas besoin vraiment en fait, de ce que vous voulez. Et alors, évidemment, pour nous, c'est toujours un peu un dilemme parce qu'on a quand même envie de faire du business. C'est un client, mais tu dis merci. Mais donc, bien réfléchir au problème. Il y a des bonnes techniques qui viennent de la ligne startup qu'on pourrait partager aussi là-dessus. Donc ça, c'est quelque chose de bien réfléchir. Mais surtout, par rapport à tout ce qu'on a expliqué au niveau du scalability, oui, ça c'est important au niveau de la scalabilité du truc. C'est aussi un peu cliché, mais ne pas non plus trop se prendre la tête sur est-ce que c'est scalable. Il ne faut pas avoir peur de commencer par quelque chose qui ne l'est pas. Parce que il faut faire de l'argent, c'est bien, mais apprendre, c'est encore plus important. Et d'ailleurs, c'est connu, hein, le Do Things That Don't Scale de Y Combinator. Donc, vraiment pas avoir peur, parce que moi, je crois que j'ai fait un peu ce chemin, qui m'a pris d'ailleurs pas mal de temps, qu'on pourrait faire beaucoup plus vite à mon avis, mais il ne faut pas avoir peur de faire un truc qui est très custom au départ, parce que tu vas apprendre beaucoup justement sur le problème et sur les personnes sur les que tu veux aider. ouais. Et donc ça, il ne faut pas avoir peur, mais il faut être patient du coup, parce que c'est pas, tu vas pas directement faire un truc Donc voilà, c'est un peu des réponses clichés, mais je le vois encore tellement que je pense que ça vaut la peine mais le point que tu disais juste avant, c'est marrant, parce que ce matin, j'étais en train de terminer la newsletter, et j'ai fait la newsletter sur... deux manières de trouver une idée de side business. Ouais. Et la première manière, en fait, c'est exactement ce que je viens d'expliquer, où je faisais une introduction sur le contexte. Et la plupart des gens qui cherchent une idée, en fait, sont tout le temps en train de chercher une, entre guillemets, bonne idée. Qui, dans l'inconscient collectif, une bonne idée, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est quelque chose de nouveau. Et j'expliquais justement que pour moi, c'est pas ça la bonne manière. La bonne manière, c'est plutôt de trouver un bon problème à résoudre. Et en fait, on peut même venir avec une solution qui existe potentiellement déjà, résoudre un problème qui existe déjà, mais peut-être le faire autrement, avec une approche différente. Et la preuve, toi, tu viens avec un service productisé sur la rédaction d'articles de blog, on pourrait se dire, déjà tard il y a des milliers de personnes qui le font, il y a des plateformes, il y a des machins. Ben oui, ça n'empêche que en venant avec une offre packagée, quelque chose de très carré, très clair, ben en fait, les gens, en un clic de souris, on répond à leurs problèmes. Ben en fait, tu viens d'amener une solution que les gens pour laquelle les gens te demandent, alors qu'en fait, on peut se dire, des copywriters, des trucs, il y en a des milliers. Qu'est-ce que tu n'as rien inventé, en fait. Tu viens juste résoudre un problème d'une manière qui intéresse les gens, tout simplement, et pour laquelle ils sont prêts à payer, quoi. Est-ce que toi, dans le domaine du side business, peut-être tu connais des gens qui auraient lancé un projet que tu penses que je devrais interviewer ici dans le podcast? Donc des gens locaux, forcément? Non, pas forcément. Locaux, c'est mieux parce qu'ils peuvent venir ici. Qu'est-ce que je connais qui fait des millions de projets? Je pense à Vincenzo Ruggiero, évidemment. Oui, Vincenzo. Je ne sais pas ce qu'il fait maintenant, mais il a lancé beaucoup de trucs. Enfin, nous, on était très proches parce on a bossé ensemble à un moment chez Billetid, mais lui, c'est un peu le roi du... c'est le roi du... Et puis Prospect Totaio. Et puis il a ses montres aussi maintenant, je pense. Donc ça, c'est vraiment la personne à qui je penserais en Wallonie. Ah ben, je vois. Ok, c'est bon. Voilà. Après, il y a d'autres personnes. Il faudrait que je visite un petit peu, mais lui, c'est un peu, c'est une inspiration. Il m'impressionne sur justement, je parlais de cette crainte que j'ai toujours de la dispersion et du focus, et je suis curieux de savoir comment lui gère ça, parce qu'il a fait beaucoup de choses et il y a quand même pas mal de succès. Je ne pense pas qu'il ait tout réussi, tout ce qu'il mais je veux dire, il a réussi beaucoup de trucs. Donc ça, je pense que ça peut être une inspiration. Super. Bah écoute, en tout cas, un tout grand merci d'avoir partagé tout ça. Ben, si tu es OK, l'objectif après, ça va être effectivement de faire un petit résumé par écrit et de puis partager un peu des copies d'écran, de tes process, des outils, tout ce qu'on va pouvoir partager librement pour que les gens puissent visuellement se rendre compte
voilà, des différents outils que tu utilises, comment tu les utilises. En tout cas, on va tester, Ouais. on va tenter de faire ça Comme problème, pour essayer je crois que d'amener on est dans le domaine c'est très classique. un Et c'est maximum justement, de... ouais, c'est ce que tu disais, on n'est pas obligé Tu vois, le 0 to 1, tu vois, on parle souvent aussi. Moi, j'y crois dans certaines catégories très spécifiques. Je parle vraiment, tu vois, d'inventer une nouvelle catégorie, comme dans le bouquin de Peter Thiel. Moi, je crois qu'être le 26e ou le 101e d'un truc, ce n'est pas un problème parce qu'il y a toujours plein de manières d'apporter son... Donc, ce que je dis par là, c'est que je pense pas qu'il y ait beaucoup de secrets professionnels dans ce que je fais. Il y a de la place pour tout le monde et donc tu ferais même un Saspirine 2 à ta façon, ce sera différent et ce sera pas... Ouais, tout à fait. ce sera différent, quoi, donc. Alors, en fait, j'avais terminé, mais non, j'ai oublié quand même de juste terminer sur ton dernier projet, parce qu'en fait, tu es en train de lancer un nouveau side business. Et en Ouais. fait, on va terminer plutôt là-dessus, sur la création d'une communauté pour les micro-SaaS. Et d'ailleurs, c'est assez amusant parce que c'est comme ça qu'on a repris contact totalement par hasard il n'y a pas longtemps. Enfin, on s'est recroisés ici il n'y a pas longtemps. Et parce que c'est vrai qu'on n'a même pas parlé en fait finalement de mon assos, de comment on s'était rencontrés autour de la C'était aussi un création SaaS, aussi ouais. d'un autre side business. Ce serait peut-être pour une prochaine interview. Mais donc peut-être terminer sur ce projet que tu es en train de lancer. Volontiers. Dis-moi un peu plus. En fait, c'était un peu ça aussi, ça venait de différents souhaits. Moi, j'avais envie de travailler aussi mon personal brand personnellement et surtout avoir un projet qui connecte bien mes différents projets parce que ça pourrait être surprenant. Enfin, moi, ma passion, c'est vraiment le logiciel au final et le SaaS. Alors, j'ai Bilighted qui fait du développement de SaaS et puis j'ai Saspirine aujourd'hui qui fait du marketing de SaaS. Et c'est vrai que ça pourrait être un peu pas compris parce que c'est deux expertises différentes. Et en fait, on a parlé de SaaS, donc qui est Software as a Service, donc on l'a pas vraiment précisé, mais pour moi c'est un business model, c'est juste vendre un business par abonnement, un logiciel par abonnement qui est un peu standard aujourd'hui, mais qui n'était pas à l'époque. Le concept de micro SaaS, c'est l'idée de faire c'est un peu comme le nom l'indique, mais c'est de faire des SaaS vraiment à petite échelle, de résoudre un problème bien spécifique pour une niche bien spécifique. Et l'avantage de ça, évidemment, c'est que c'est à échelle humaine, donc tu peux en théorie le faire soit tout seul en solopreneur, soit en petite équipe. Donc vraiment tous ces modèles que moi j'aime bien, avec peu de dépendance à des grosses structures, etc. Et donc c'est un modèle que je connais bien parce qu'on a accompagné des porteurs de micro SaaS et moi-même c'est une passion, je lis à peu près tout ce qu'il y a à savoir là-dessus et on en a effectivement pas parlé, mais c'est des choses que j'ai un peu lancées par le passé aussi. Et donc microsas.org, du coup, c'est une communauté qui tourne donc sur School, cette fameuse plateforme que tu connais aussi. Et l'idée, en fait, je suis en train de développer un cours là-dessus pour accompagner donc les personnes qui ont justement une idée ou qui n'en ont pas d'ailleurs, qui cherchent des idées. Donc ça rejoint un peu ce dont tu parlais, mais vraiment dans le secteur du SaaS. Et donc vraiment les accompagner sur toutes les étapes typiques qu'il y a de la genèse, donc de l'ideation, donc la génération d'idées, jusqu'en théorie, jusqu'à l'exit, donc jusqu'à la revente, ou simplement si tu décides de ne pas revendre, on en a parlé aussi, juste vivre avec, quoi, en gros, et donc en faire un revenu récurrent. Et donc, c'est assez cohérent parce que moi, je peux parler de différents sujets qui concernent vraiment la création du SaaS via mon expérience Bilighted, et alors parler aussi du lancement, du marketing via mon expérience Saspirine. Je dirais la différence, c'est que ici, moi, mon but, c'est de parler à des gens qui peut-être n'ont pas les moyens ou pas l'envie de bosser justement avec une agence ou une structure. Donc justement plutôt les gens qui vont préférer le faire par eux-mêmes. Et notamment utiliser, j'imagine, peut-être le no-code ou c'est ça. des et donc outils on va parler de tout plus ça dans le accessibles. cours. Et alors comme si vous connaissez School, il y a l'aspect communauté aussi qui est assez innovant là-dessus. C'est que non seulement il y a le cours, qui sera un cours enregistré, donc je suis en train de travailler dessus, ça va sortir très bientôt, mais alors il y a la communauté parce que ce que je voudrais, c'est pouvoir faire en sorte que forcément les gens s'entraident. On parlait de comment valider, comment avoir ses premiers clients potentiellement, et je pense qu'il y a une grosse force dans ce côté communauté, bêta testing, etc. Et bon, là, je suis déjà à faire un peu un plan plus long terme, mais le rêve ultime, ce serait même de faire des cohortes et des choses comme ça, donc pouvoir même lancer des groupes en fait de gens qui décident de lancer des SaaS de manière idéalement non concurrente, mais qui pourraient du coup s'entraider d'une manière cohorte, quoi, donc en petite équipe. Et donc tout ça est sur microsas.org. Et donc c'est déjà accessible. On mettra tous les liens. C'est gratuit. Tous les liens en commentaire. Voilà, tu peux rejoindre. Et donc le cours va arriver, mais pour l'instant il y a la communauté qui est déjà là. Donc si on veut te suivre, ce serait quoi? Ce serait là finalement, c'est là. Alors je vais relancer en parallèle, mais j'avoue que c'est aussi c'est imminent. Donc sur les réseaux sociaux, j'enverrai les liens. YouTube c'est très certainement, et Instagram.
Mais sinon, oui, le point central, à mon avis, de mon focus à ce niveau-là, ça va être via Microsoft.org. Ok, cool. D'ailleurs, je pense qu'on va t'inviter dans la communauté Side Business Facile prochainement pour parler de Microsoft. Oui, volontiers. Parce que là, on a terminé l'interview là-dessus, mais je pense que ça serait intéressant puisqu'on a des gens dans la communauté qui sont en train de lancer justement des Microsoft. Super. On aura l'occasion certainement, peut-être dans quelques mois, de voir un peu comment ce projet évolue. Puis peut-être parler de nouvelles opportunités de side business, de création de micro-SaaS dans ta communauté. Ouais. Voilà, on va terminer là-dessus. En tout cas, encore merci d'avoir partagé ton expérience. Profiter de ton petit passage en Belgique pour se revoir et partager ce premier épisode. Écoute, à très bientôt. À très bientôt. On reste en contact. Merci beaucoup.